Merci d'être avec nous. Israël va-t-il faire dérailler l'accord de Trump avec les Iraniens? Regardez ces images des bombardements à Beyrouth. Ils sont la cause de la colère de Donald Trump qui parle ce soir, je cite, de putain d'attaque menée par Benjamin Netanyahou. Colère à Washington. Nous y serons en direct. On sera aussi en direct en Israël. On rendra compte évidemment des réactions iraniennes qui parlent déjà ce soir une riposte vigoureuse. Sur ce plateau, monsieur l'ambassadeur Joshua Zarka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Guillaume Roquette est là, Sophia Amara, Anne Niva. Lisons d'abord ce que dit Trump très exactement, puisqu'il répondait aux journalistes d'Axios en disant c'est une fucking attaque, c'est les mots qu'il a utilisés sur son propre réseau social. Cette attaque n'aurait jamais dû avoir lieu. Pourquoi Bibi a-t-il pu lancer une paix d'attaque? J'étais furieux, je lui ai fait savoir, il n'a aucun putain de jugement. C'est le chef d'édition Quentin Briand, vous savez, c'est comme la paix respectueuse quand on n'osait pas mettre le mot, quand on publiait ça dans les années... Voilà. Réaction, monsieur l'ambassadeur, déjà, on voit la colère de Trump. Comment répondez-vous à cette colère qui semble vous dire, à cause de vous, le plan risque de dérailler? Ce n'est pas à moi de répondre à monsieur Trump, je vais vous répondre sur les faits. Israël a répondu à une attaque qui a eu lieu ce matin. Le Hezbollah a tiré 3 drones contre le territoire israélien. Donc, quand on parle d'une violation de cessez-le-feu, il est clair que c'est le Hezbollah qui a violé le cessez-le-feu. Vous savez, tendre la deuxième joue, c'est pas juif. Ce n'est pas de chez nous, ça. On nous attaque, on répond. Et on répond d'une façon à faire comprendre à nos ennemis que c'est pas une bonne idée de nous attaquer. Est-ce que vous prenez la responsabilité, puisque c'est de ça qu'il s'agit, prenez la responsabilité de faire capoter un plan où les États-Unis d'Amérique sont engagés à ce point? C'est votre allié? Pas du tout. Ceux qui font capoter, ceux qui veulent faire capoter, c'est justement le Hezbollah et les Iraniens pour faire monter le prix. C'est le Hezbollah qui a pris en otage le Liban depuis très longtemps, et les Libanais le disent d'une façon très claire, afin justement de mener une guerre contre Israël, de mener une guerre de proxy de l'Iran contre Israël. Mais est-ce que Donald Trump trahit Israël quand il veut engager cette paix, alors même qu'on sait que l'Iran ne sera pas désarmé? Non, d'abord, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'accord. Vous savez, je me suis occupé du dossier des négociations avec l'Iran pendant de longues années, et je n'ai aucune idée aujourd'hui de ce qui va être dans cet accord. Aucune idée. Il y a eu énormément de rumeurs, il y a encore énormément de rumeurs. Alors tant que je ne verrai pas l'accord comme il a été écrit, comme il aura été signé, j'aurai aucune capacité d'y répondre. Donc je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais sur le principe qu'on arrête la guerre, ça ne vous gêne pas? Non, mais bien sûr que non. Il faut bien arrêter la guerre. Nous ne sommes pas un pays qui veut vivre constamment dans la guerre. Ce que nous voulons, c'est simplement vivre en sécurité. Et pour nous, la sécurité passe par une chose qui est très claire, par le fait que l'Iran n'ait pas de capacité de détruire l'État d'Israël. Pour l'instant, nous nous sommes occupés des capacités nucléaires et balistiques de l'Iran pendant les 2 différentes guerres que nous avons eues. Elle n'a pas cette capacité. Elle a des capacités militaires de menacer Israël, mais elle n'a pas de capacité de détruire Israël. Vos autres réactions sur ce plateau, Anne Niva, Sophia Amara, toujours Trump, ne gâchez pas tout. Cela pourrait être le début d'une paix longue et fructueuse. Ne gâchons pas cette occasion. Votre regard, Sophia Amara, vous, personnellement, comme analyste, est-ce que vous pensez que Israël, en fait, se dit c'est le moment de tout faire pour empêcher la roue d'avancer? Alors, ce que disait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure est un fait avéré. C'est le Hezbollah qui a commencé ce matin à frapper le nord d'Israël. Alors, certes, ce n'était pas une frappe extrêmement douloureuse, et Israël sait parfaitement que ce n'est pas l'État libanais qui a visé l'Israël, donc il aurait pu s'empêcher de commettre cette frappe au moment où on attend cette signature. Qu'on soit pour ou contre la fin des hostilités, parce qu'il se trouve qu'il y a en Israël, mais parfois aussi au Liban, des gens qui veulent que la guerre aille jusqu'au bout de ses objectifs qui ont été clairement annoncés par les Israéliens, ce qui n'a pas été le cas de Trump. Moi, j'ai une question à vous poser, monsieur l'ambassadeur, et elle est la suivante. Que pensez-vous que fera Israël si Donald Trump parvient à un accord avec les Iraniens et qu'il demande aux Israéliens de ne plus frapper le Liban? Pensez-vous qu'Israël ira à l'encontre du désir de Donald Trump? Je réponds immédiatement à votre question, mais je voudrais que vous présentez la photo, et vous verrez que si vous présentez la vidéo de ce qui a été frappé, c'est un appartement qui a été frappé. Hein, c'est pas un bâtiment qui est tombé, ce n'est pas une frappe... C'est arrivé avant. Non, mais ce n'est pas un... Oui, je sais, mais là, dans ce cas-là, c'est très, très, très précis. Est-ce que sur ce point, vous tenez compte de Trump? Trump, vous avez dit, il est très sensible à ça. J'ai une question à laquelle je veux répondre, mais là, pour préciser simplement de cette frappe dont vous avez parlé, c'est une frappe très précise qui a éliminé
un dirigeant du Hezbollah, à cause du fait que le Hezbollah, comme vous l'avez dit vous-même, avait décidé de frapper Israël et de tuer Israël. Mais il y a beaucoup de morts au total. La question au sujet du Liban est très claire. Vous savez, c'est pas nous qui avons initié cette guerre. Le 8 octobre 2023, le lendemain du 7 octobre, le Hezbollah a décidé de tirer des missiles contre Israël. Nous avons répondu à cela. Nous sommes arrivés à un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu en novembre l'année dernière. Après cet accord de cessez-le-feu en novembre l'année dernière, le Hezbollah a décidé d'initier encore une fois une guerre contre Israël. Ce n'est pas nous qui le faisons. Encore une fois, il y a eu un accord de cessez-le-feu qui a été présenté par Donald Trump, si je ne me trompe, il y a une semaine et demie. Et là, encore une fois, le Hezbollah dit d'une façon très claire, nous n'acceptons pas cet accord de cessez-le-feu. Alors, encore une fois, on nous tire dessus, on répond. Même si s'ils n'ont pas réussi à tuer quelqu'un, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas répondre. Je répète encore une fois, tendre la deuxième joue n'est pas quelque chose de juif. Avec, le nombre de morts, combien y a-t-il de morts à ce stade ? 3700, plus de 3700 morts. Donc, beaucoup disent évidemment... Depuis le début de la guerre. Oui, depuis le début de la guerre. Depuis le début de la guerre, effectivement. Et entre ces 3700, il y a 1500 terroristes. Oui, mais il y a tous les autres. Oui, c'est une guerre. Vous savez, une guerre, c'est quelque chose de terrible. Une guerre, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas un jeu de domino, et ce n'est pas un jeu de monopole, on fait ça tranquillement chez nous dans notre appartement. C'est quelque chose de terrible que nous n'avons pas demandé. Oui. Bezalel Smotrich, le ministre des Finances israélien d'extrême droite, avait appelé il y a quelques jours Netanyahou à frapper Beyrouth, ce qui a donc été fait ce matin, effectivement dans une réponse qui peut être considérée comme disproportionnée. Mais est-ce que les États-Unis limitent finalement, sont-ils capables de limiter la force qu'Israël peut utiliser au Liban ? Encore une fois, je préfère ne pas rentrer maintenant ici et maintenant dans les relations entre Israël et les États-Unis. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder que ce soit les différentes... si on regarde dans l'histoire et on voit qu'il y a eu des événements dans lesquels nous n'étions pas entièrement d'accord avec les États-Unis. Ça peut arriver. Quand vous dites qu'on peut appeler cette attaque comme disproportionnée, franchement, je ne peux pas imaginer comment elle pourrait être plus proportionnée que ce qu'elle a été. C'est un appartement dans un bâtiment, personne d'autre que le terroriste qui devait être tué. C'est lui et sa famille. Non, monsieur l'ambassadeur, que le Hezbollah au Liban, que le Hezbollah vous vise, c'est un fait. En revanche, là, l'effet sur les populations civiles, on ne peut pas le nier non plus. Il y a combien d'exilés aujourd'hui, combien de gens ? Plus d'1 million de déplacés. Ce qui est le plus grave, ça fait beaucoup de monde, Ce ne sont pas les 1 million de déplacés contre. Je n'ai pas encore je n'ai pas le chiffre aujourd'hui actualisé aujourd'hui, mais très peu de victimes en Israël. C'est toujours trop de victimes et contre 3700 morts. Ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Israël, en tout cas, est en train de commettre la même erreur qu'elle a commis en 82. Qu'est-ce qui a poussé à la création du Hezbollah, à part l'envie de la théocratie iranienne d'avoir un bras armé dans la région ? C'est l'occupation. Comment ça, à part ? Je vous termine juste ça, monsieur l'ambassadeur. C'est l'occupation du Liban par Israël. Aujourd'hui, alors que le Hezbollah est au plus mal, Tsahal rentre dans les territoires libanais, détruit systématiquement des dizaines de villages, se prend en photo rigolant dans les maisons des gens, et elle est en train de renforcer le Hezbollah, de justifier son existence à un moment où il était moribond et où l'État libanais, enfin, allait se redresser pour dire il est de notre responsabilité de mettre fin à cette milice. Je voudrais répondre à cette question. D'abord, si des soldats se prennent en photo en train de rigoler dans plein des réseaux sociaux, par centaines. J'essaie de vous répondre. Oui. Si des soldats se prennent en photo dans les maisons des Libanais, c'est non seulement une erreur, mais c'est contre la loi. C'est un crime, en tout cas pour la loi israélienne, et j'imagine qu'ils seront jugés pour cela. Maintenant, en tout cas, pardonnez-moi, monsieur le Non, mais j'essaie de vous répondre. Maintenant, encore une fois, ça fait 24 ans. Je dis encore une fois parce que je le dis sur tous les plateaux. Ça fait 24 ans qu'il y a eu une décision que le Hezbollah devait être désarmé dans le sud du Liban. 24 ans que nous attendons que la diplomatie fasse son travail. 24 ans que nous attendons que, soi-disant, des pays qui veulent le bien du Liban, que ce soit la France ou d'autres, aident le Liban, j'essaie de répondre quand même, aident le Liban à désarmer le Hezbollah. 24 ans que le Hezbollah initie des guerres contre Israël, nous tire dessus à chaque fois. Et 24 ans que nous avons une patience qu'aucun autre pays aurait. Alors, il faut dire que oui, le Hezbollah nous a obligés à répondre à l'attaque aux attaques qu'il a conduit contre nous. Maintenant, la destruction
des villages chiites du sud du Liban n'est pas une distinction. Chrétiens. Revenons à 2026, pardon de nous interrompre, j'aimerais qu'on revienne à ce qui se passe mais attendez, vraiment il est important que je le dise. Ce n'est pas une destruction automatique. Dans les villages dans lesquels il y avait des infrastructures du Hezbollah... Le monde parle d'urbicide. Dans le village... Non mais vraiment. Dans des villages dans lesquels il y avait des infrastructures du Hezbollah, ces villages, effectivement, ont été détruits. Revenons vraiment, s'il vous plaît, à la guerre d'Iran, à ce qui se passe maintenant. Et écoutez, le ministre des Affaires étrangères du Liban était sur notre antenne il y a quelques jours et il dit la France devrait aurait dû corriger en tout cas son attitude à l'égard du Hezbollah militaire qui a été trop longtemps toléré dans les relations entre la France et le Hezbollah. Ce n'est pas réaliste de faire la différence entre la branche politique et la branche militaire. Le Hezbollah est un tout, c'est un organe, c'est une organisation militaire illégale au Liban, c'est un bras armé de l'Iran, que l'Iran utilise pour contrôler le Liban et déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient. Monsieur l'ambassadeur. Vous savez, je pense qu'il est important, premièrement, que la France comprenne qu'une paix entre Israël et le Liban n'est pas un danger pour la France. N'est pas un danger pour la France. Je pense qu'il est important que la France comprenne qu'au contraire, la paix entre Israël que nous essayons de créer, la paix entre Israël et le Liban, est une opportunité non seulement pour la région, mais pourrait être une opportunité aussi pour la France. Parler avec Hezbollah, aujourd'hui, parler du Hezbollah comme un parti politique légitime. La France l'a fait très longtemps. L'a fait très longtemps et continue de le faire, va à l'encontre de ce que nous essayons de construire avec les Libanais, ce que les Libanais eux-mêmes veulent, c'est-à-dire une paix entre nous et le Liban. Pardon, soyez encore plus calme. Qu'est-ce que vous voudriez que la France change maintenant dans sa politique à l'égard du Hezbollah ? Elle définit le Hezbollah en entier comme organisation terroriste, comme elle l'a fait avec les gardiens de la Révolution, au dernier moment, après que les gardiens de la Révolution aient massacré 36 000 de leurs propres citoyens. Tant que ça n'est pas fait, c'est un problème pour vous ? Mais bien sûr, vous savez, Kard el-Hassan était la banque du Hezbollah qui a aidé le financement le refinancement du Hezbollah par le biais de la Turquie et par les Iraniens. Même Kard el-Hassan, cette banque qui appartient au Hezbollah et qui finance le Hezbollah, n'a pas été désignée comme appartenant, aidant à une organisation terroriste. Alors, vous savez, les beaux discours seraient bien, mais il y a certaines choses qui sont des choses diplomatiques qui peuvent être faites, qui devraient être faites pour nous aider à créer cette paix entre nous et le Liban. Et encore une fois, je le répète, il est temps que la France pense vraiment qu'une paix entre le Liban et Israël est une opportunité et non une menace. Quelle que soit la généalogie des raisons, des causes, des prétextes, puisqu'évidemment chaque camp prend prétexte de l'attaque de l'autre, mais j'aimerais vous entendre sur Netanyahou, vos analyses et vos questions évidemment à l'ambassadeur d'Israël. Netanyahou, 76 ans, il l'a dit lui-même, c'est pas du tout un secret, il en a fait la confidence, il est atteint d'un cancer de la prostate qui est considérable. Y a-t-il la possibilité que Netanyahou rompe en quelque sorte, Guillaume Roquette, une forme d'alliance historique avec les États-Unis en se disant, moi, de toute façon, j'irai au bout à l'âge où je suis. On ne réfléchit pas comme quand on a 40 ans en début de carrière, quoi. Je suis prêt à défier les États-Unis. Ce qu'on peut imaginer, peut-être, c'est que Israël arrête, si les Américains se retirent de la guerre, de frapper directement l'Iran, comme ils avaient arrêté en juin de l'année dernière, quand Donald Trump, après les frappes sur les installations nucléaires iraniennes, avait dit maintenant, ça suffit. En revanche, on ne voit pas pourquoi est-ce que Israël arrêterait de frapper le Hezbollah au Liban, sachant que malheureusement, c'est peut-être un constat d'échec. C'est un peu ma question, monsieur l'ambassadeur. Depuis toutes ces années, depuis toutes ces frappes israéliennes contre le Hezbollah, depuis les attaques extrêmement audacieuses pour en éliminer les chefs, le Hezbollah est toujours là, il frappe toujours Israël. Est-ce que c'est un échec pour vous ? J'allais dire un deuxième échec après le fait que les Américains vous lâchent dans la guerre contre l'Iran. Alors parlons justement du Hezbollah et de ses capacités. Vous savez, je m'occupais de ces dossiers avant de venir à Paris, et donc j'ai participé à différentes simulations. Nous faisions des simulations de guerre avec le Hezbollah. Comprenez que le Hezbollah avait 150 000 missiles. 150 000 missiles avant que je vienne à Paris, donc la veille du 7 octobre, 150 000 missiles et 3 000 drones. 150 000 missiles et 3 000 drones. Le Hezbollah, dans les simulations que nous faisions, on parlait de milliers de morts du côté israélien. De milliers de morts du côté israélien et de villes en Israël qui seraient rasées. Alors aujourd'hui, on a vu ce que le Hezbollah utilise. Ils ne tirent plus de missiles. Pourquoi ne tirent-ils plus de missiles ? Parce qu'ils n'en ont plus. Ils ne tirent plus de drones en grande quantité. Pourquoi ne le font-ils pas ? Parce qu'ils ne peuvent plus. Alors, ce n'est pas un échec.
Je sais qu'il y a énormément de soi-disant experts, je ne parle pas de vous, bien sûr, mais d'experts qui sont dans différents plateaux, qui aiment attaquer Israël et qui aiment parler du fait que, voilà, Israël, encore une fois, est en échec, etc. Non. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Hezbollah est encore une menace, mais ce n'est plus du tout la menace de la qualité et de la quantité et de la taille qu'elle était le 6 Monsieur octobre l'ambassadeur, 2023. allez au bout de votre pensée. Franchement, beaucoup d'Israéliens s'expriment dans cette émission. Tout le monde s'exprime, hein, des pro-israéliens, des anti-israéliens. On en a eu un certain nombre. Ils faisaient vraiment, en bon français, ils faisaient la gueule. Quand Trump a fait le cessez-le-feu, ils n'étaient pas contents du tout. Est-ce que c'est le fond de votre pensée? Au fond, vous aimeriez pousser cette guerre jusqu'à la destruction du régime de Téhéran? Mais non. Dites la vérité, dites le fond de votre pensée. Je veux dire le fond de notre pensée. Est-ce que nous préférions, je l'ai dit ici sur ce plateau, je l'ai dit sur d'autres plateaux, est-ce que nous préférons aujourd'hui que ce régime terrible qui tue cette propre population et qui déstabilise toute la région tombe? Oui, bien sûr. Est-ce que nous allons faire la guerre? Est-ce que nous préférons la guerre à la paix? Non. Vous savez, ça fait 3 ans que nous sommes en guerre. C'est une guerre terrible. La population israélienne est fatiguée de cette guerre. Chacun d'entre nous a quelqu'un qui l'a perdu, quelqu'un qui est traumatisé. Trump est parti dans cet accord sans vous consulter, hein, sans vous demander préalablement. Ça vous a vexé? Ça vous a vexé? Attendez. Non, mais faites pas comme si vous n'étiez au courant de rien. Moi qui connais un peu choses, comment les choses se font, hein, je peux vous dire que tout ce qui est publié fait partie de la négociation. Tout. Toutes les rumeurs fait partie de la négociation. J'utilisais cette technique personnellement. Les Américains l'utilisent. Tout le monde l'utilise. Vous voulez dire quoi? Que Trump et Netanyahou font un peu, ils font le bon et le méchant flic? Tout ce qui est publié, que ce soit le bon et le méchant flic, que ce soit même des fois Trump lui-même fait le bon et le méchant flic, tout ce qui est publié fait partie de la négociation. Toutes les rumeurs font partie de la négociation. Un mot encore. C'est pour ça que je préfère ne pas parler de l'accord tant que je l'aurai pas vu. Sur les Iraniens, sur la force, ce sont vos ennemis mortels, ce régime, voilà. Pas les Iraniens, le régime. Le régime. Mais il tient bon. Vous lui reconnaissez ça? Il tient bon pour l'instant. Non. Non. Il est là, Attendez, 47 c'est pas qu'il tient ans, bon. plus tous les bombardements. Attendez, c'est pas qu'il tient bon. Nous faisons face aujourd'hui à un nouveau régime. Plus intransigeant même. Un nouveau régime qu'il faut encore comprendre et étudier. Je suis aujourd'hui. Je connaissais par exemple l'ancien régime. C'est pas que j'étais vraiment un expert de l'ancien régime, mais je savais exactement comment le régime travaillait, comment des décisions étaient prises dans le domaine militaire, dans le domaine nucléaire, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un nouveau régime. Est-ce que ça vous a surpris vous-même? Il y a cette vieille expression. Non, en Israël, oui. Je suis Hazar Kaye, cette vieille expression qui dit les Juifs ont la nuque raide, hein? La vieille expression même de la Torah. Est-ce que vous reconnaissez que ce régime de Téhéran, à sa façon, a la nuque raide? Il n'a pas cédé. C'est-à-dire que malgré la puissance d'Israël, la puissance des États-Unis, militairement, il n'a pas cédé. Parlons de ce régime. Vous savez, dans la doctrine militaire de base stratégique iranienne, il y avait une chose qui dirigeait, qui gérait toutes leurs activités militaires, etc. C'était de gérer les conflits qu'ils géraient à l'extérieur de leur territoire, loin de leur territoire. C'était le résultat de la guerre Iran-Irak qui les avait traumatisés. Aujourd'hui, la guerre avec l'Iran est gérée sur leur propre territoire. Sur leur territoire. N'oublions pas, alors encore une fois, quand on parle de réussite ou d'échec, aujourd'hui, la guerre avec l'Iran est gérée sur leur propre territoire. S'ils savent que si cette nuit, ils nous tireront dessus, il est très clair que demain, ou pendant la nuit, il y aura des sites, il y aura des cibles qui seront touchées et qui seront détruites par Israël. Ils le savent très bien, ils comprennent que ce conflit n'est plus géré sur le territoire israélien ou en proximité du territoire israélien. Une question encore, et oui. Juste avant que vous posiez quelques questions, cette information, Benjamin Netanyahou fait savoir qu'il veut absolument rencontrer Trump, ce qui fait que tout ça est en évolution, et je précise évidemment, nous suivons minute par minute ces évolutions. Trump, lui, dit, il croit encore à un accord dans les prochaines heures. Quand votre Premier ministre a promis à Trump que le régime pouvait tomber, le régime iranien, est-ce qu'il a vous avez participé à la conversation? Non, mais c'est ce que vous pensez que ça n'est pas crédible, ce qu'a dit la presse américaine dans le New York Times? Non, c'est pas non. Parce que vous pensez que Netanyahou savait que le régime iranien ne tomberait pas? Encore une fois, ça fait 2 ans que je suis là. Je suis plus dans le secret des choses. Je ne fais plus partie de ceux qui sont dans les différentes salles de décision. Mais ce que je sais, c'est que je ne crois pas
Malheureusement, ce qui est dit dans les médias, excusez-moi de le dire, je ne crois pas ce qui est dit dans les médias. Faites-vous plaisir. Il se trouve que parfois c'est vrai quand même. C'est rarement vrai. Vous exagérez un peu quand même. Il arrive que ce soit faux, mais non, justement. Bon. Joshua Zerka, merci beaucoup. On va tout de suite se rendre à Washington. Sonia Dridi, ce soir, ce qui est fou, c'est que malgré tout ça, Trump, alors est-ce que c'est une méthode Coué ou non, semble y croire, n'est-ce pas? Il croit toujours que dans les prochaines heures, allez, mettons minuit, heure de Washington, ça lui laisse du temps, c'est possible. Oui, il était même un peu plus optimiste puisqu'il y a environ 3 heures, il a dit au correspondant de Fox News qu'il pensait que d'ici 2-3 heures, l'accord pouvait être signé. Même chose du côté du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui un peu plus tôt a dit que la frappe israélienne sur Beyrouth n'allait pas dérailler le processus de signature. Donald Trump a dit la même chose tout à l'heure à un journaliste d'Axios, mais il faut savoir que le temps presse, que dans environ 1 heure ici à la Maison-Blanche, Donald Trump a un dîner de famille pour son anniversaire. Vous savez qu'il y a ce grand combat MMA organisé ce soir à la Maison-Blanche pour son anniversaire, ses 80 ans et les 250 ans de l'Amérique. Ensuite, vers 1 heure du matin, heure de Paris, il reçoit des VIP avant le début de ce combat et ensuite il assistera au combat. Donc c'est vrai que on voit que la fenêtre d'opportunité pour cette signature se réduit. Ensuite, il y a son départ dans la nuit, donc heure locale ici, vers 2 heures du matin. On n'a pas encore l'heure exacte, mais vers 8 heures du matin, Paris, lundi. Et donc peut-être après le combat MMA. Mais en tout cas, les plans de Donald Trump sont déjà un peu déraillés parce qu'il aurait voulu, avant le combat, pouvoir afficher cette victoire diplomatique. Et là, on sent bien que le temps presse. Est-ce qu'on sent la colère, Sonia Dridi? Vous êtes là, tout près, vous le voyez régulièrement, le président Trump, vous lui posez parfois des questions. Le ton de ces paroles, alors pardon, je suis désolé de citer ça, encore une fois, je vais choquer notre chef d'édition qui est un peu, qui est tout à fait prudent. Je ne sais pas comment dire ça, fucking, comment vous traduisez, vous qui êtes américain, Gallagher Fenwick. Quentin Brillant l'a très bien traduit. Fucking attaque. P, étoile, étoile, étoile. Donc, alors, voilà. Est-ce que ce P, étoile, étoile, étoile veut dire quelque chose dans le langage de Trump? Il l'a dit 1 fois, 2 fois. Il avait déjà dit « Qu'est-ce que tu fous à Netanyahou ?» Est-ce qu'il y a des colères feintes? Est-ce que cette colère-là est vraie? Oui, c'est une colère vraie de Donald Trump. On le sent déjà perdre patience. On l'avait déjà senti perdre patience vraiment un moment pendant la guerre à Gaza. Là, encore plus ces dernières semaines, et même s'il ne cesse de répéter qu'il s'entend très bien avec Netanyahou, que les deux hommes ont de très bonnes relations, eh bien, c'est la 3e fois en environ 2 semaines qu'on entend qu'il y a eu un coup de fil extrêmement tendu entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Aaron Miller, qui est un grand expert du Moyen-Orient ici à Washington, disait que c'était la première fois qu'un président américain disait les choses si clairement à un premier ministre israélien, en l'occurrence à Benjamin Netanyahou. Donc il y a une vraie frustration de la part de Donald Trump. D'ailleurs, il le dit franchement, alors qu'un peu plus tôt, son ministre de la Défense, lui, utilisait un autre ton en disant que la représaille d'Israël était mesurée, que Israël avait eu raison en quelque sorte de répondre et il fallait que l'Iran retienne le Hezbollah. Lui, Donald Trump, on l'a vu, il se sert notamment des journalistes et du journaliste d'Axios pour faire passer son message. Il est beaucoup plus franc et on voit ces derniers jours à la Maison-Blanche, il y avait vraiment une ambiance de fête, des répétitions, on entendait la musique et on sent vraiment que ça l'embêtait beaucoup d'avoir cette épée de Damoclès alors qu'il préparait ce grand événement. Merci beaucoup, Sonia Dridi, et on vous retrouvera plus tard, évidemment, aussi pour ces festivités. Écoutez, Pete Hegseth, puisque vous y faisiez allusion, le secrétaire à la guerre qui joue un rôle très important dans ces heures décisives et qui souhaite lui aussi cet anniversaire qui salue cet anniversaire pourtant si bousculé du président Trump. The 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump. I want to thank the President of the United States, our Commander-in-Chief, Donald Trump. We could not have a better Commander-in-Chief than him. It is the honor of a lifetime to serve under you. We look forward to having the backs of our troops and having your back in executing peace through strength, in putting America first, and in rebuilding our military. Général Richoux, quand vous aviez vos anniversaires, est-ce que vos soldats vous faisaient des cartes comme ça aussi d'équipe à votre gloire? Traditionnellement, dans l'armée, on offre quelque chose pour l'anniversaire. Il y a un petit truc. Donc ils vous ont offert des choses. Oui, on tape à la porte, on apporte quelque chose, ça se fait assez volontiers. Et vous aimiez bien les faillots?
Non, pas particulièrement. Je pense que j'ai jamais été moi-même, d'ailleurs, et donc non. Mais là, c'est plus que Fayot, c'est sirupeux à souhait. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est cette espèce de personnalisation du pouvoir qui n'a plus rien à voir avec celui d'une démocratie. Quand Emmanuel Macron a son anniversaire, on dit c'est l'anniversaire d'Emmanuel Macron. On n'en fait pas tout un plat pendant une journée. Est-ce qu'il y a une stratégie de Trump? Tout à l'heure sur ce plateau, il y avait Thierry Breton qui analysait ce côté de chauffer la machine, cette façon de rajouter sans arrêt du bois à la chaudière, là où d'autres président essaierait de calmer les choses. On a l'impression qu'il ouvre. Plus il a des problèmes, plus il ajoute des fronts, parce qu'il gère simultanément Israël, les Iraniens, les difficultés avec Netanyahou, cette histoire de MMA, bientôt le G7, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, etc. Tout cela a été théorisé, ça s'appelle la théorie de la planche à clous. Si je mets un clou à l'envers sur une planche et que vous marchez dessus, il vous transpercera le pied. Si j'en mets une centaine collés les uns aux autres, vous tiendrez debout sur cette planche. Et donc vous remplacez les clous par les scandales et les fronts. Et ça lui permet d'occuper toute la surface médiatique et de surnager, de survivre constamment. Et donc, effectivement, Donald Trump s'en est fait, je lui reconnais ce talent-là, une spécialité. Vous avez nommé certains des fronts, des scandales et des problèmes, et il y en a bien d'autres encore. Chirac disait, quand tu as une affaire, tu rajoutes une affaire dans l'affaire et une affaire encore dans l'affaire, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, il y a un côté d'agressivité en plus, vraiment de rajouter sans arrêt. Non, mais là, Darius, ce que fait Donald Trump, c'est qu'il veut projeter une image de vigueur. D'ailleurs, d'où le combat de MMA ce soir. Les gladiateurs, c'est vraiment masculiniste, ce sont des jeunes, donc ça c'est véritablement ce qu'ils souhaitent faire, projeter une image de jeunesse et de vigueur. Cela étant, en parenthèse, vous connaissez très bien MMA vous-même. J'attendais que vous le disiez. J'attendais que vous le disiez. Si vous voulez, je peux vous parler du MMA. On peut faire une tournée si vous voulez. Il y a un grand combattant de MMA français qui va être ce soir face à Cyril Gane, face à Donald Trump. C'est un des deuxièmes combats les plus importants de la soirée ce soir. Mais non, pour continuer sur Donald Trump, il est une figure omniprésente complètement de la vie américaine aujourd'hui. Il le souhaite, il veut sciemment, de façon stratégique, être omniprésent, et ça contraste énormément avec ce que faisait son prédécesseur, qui n'était pas du tout dans le même genre, d'où son idée de sans cesse tweeter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, de créer des choses, de commencer ce 250e anniversaire, ces célébrations qui vont durer un certain temps, par quelque chose qui projette une image de battant, de gladiateur, pour montrer qu'il en est, en fait. Oui, parce que tout ça est assez cohérent. Quand vous donnez une image de gladiateur et de battant et que vous perdez une guerre, c'est pas terrible pour la cohérence du personnage. Et donc, au moment même où c'est pour ça qu'il veut un accord, à laisser tomber les Iraniens après cette guerre, qu'à mon avis il avait raison de lancer, mais qu'objectivement il a perdu, il faut détourner l'attention et en rajouter dans le virilisme. Tous les responsables politiques font ça. Dès que vous avez un problème que vous n'arrivez pas à gérer, vous réunissez vos responsables de communication en disant trouvez-moi un autre dossier pour que les journalistes et l'opinion publique puissent passer de l'un à l'autre. À l'instant, il y a quelques secondes seulement, nouvelle déclaration de Trump, l'Iran ne possédera jamais l'arme nucléaire et le détroit d'Ormuz sera de nouveau accessible au commerce très prochainement. Alors, que veut dire prochainement? C'est toujours la question. C'est vague, Regardez en tout cas cette image qui se renouvelle jour après jour. C'est la mer de navires, cet immense le golfe Persique et le détroit qui est saturé de navires immobilisés. Combien sont-ils? 1000. Donc 1000 navires qui sont là dans le golfe Persique bloqués. Peut-il signer sans déboucher ce siphon, Guillaume? Non, ça me paraît impossible, parce que autant on sent que sur le nucléaire, il est prêt à tergiverser. D'ailleurs, d'après ce qu'on en sait, le protocole d'accord prévoit que il se donne 2 mois pour réussir à avoir des avancées concrètes là-dessus. Mais pour le reste, c'est pourquoi est-ce que Trump arrête cette guerre? Parce qu'il sait bien que sans déblocage du détroit d'Ormuz, c'est toute l'économie mondiale qui est en danger, et pour lui, ce serait un échec intolérable. Donc, il faut que le détroit rouvre. À mon avis, c'est ça son obsession.
Oui, non, c'est absolument impossible en réalité. Et même en ayant obtenu, et même en obtenant la réouverture totale du détroit d'Ormuz et la situation hantée, ce qui n'est même pas garanti parce que les Iraniens sont en train de tenter d'imposer une forme de péage indirect pour des raisons, on en parlait avec le général Richoud, soit de sécurité ou imposer une taxe, puisque le péage est impossible, mais ne pas ouvrir le détroit et signer malgré tout, alors là, ce serait une bérésina pour Donald Trump et son administration. Le général Yakovlev, qui nous regarde toujours, soit il est en plateau, soit il regarde l'émission, voilà, il est toujours là. J'ai bien fait de rester sceptique, n'est-ce pas ? Et la réédition n'est pas encore là. Et il dit on part pour la 39e. C'est vrai que là, on est, je crois, à la 40e fois. Promesse de ça y est, on y est. Oui, bah là, et puis, je veux dire, ça n'est pas arrivé parce que ce qui doit être signé, si je m'abuse, c'est un Memorandum of Understanding qui pose les conditions de la négociation. C'est le cadre de la négociation. C'est le cadre légal qui va poser les conditions de la négociation. Donc ça veut dire qu'à ce partir-là, si on signe ça, on n'a même pas commencé à négocier. Donc on est parti peut-être pour des semaines, peut-être pour des mois. Et voilà. Donc, cela étant, faisons un exercice de modestie. 2 minutes, c'est pas excessif. Trump a été élu 2 fois président des États-Unis. Alors nous sommes des gens très intelligents, mais quand même, on n'a pas le même CV à présenter. Est-ce qu'il y a une intelligence de Trump dans l'idée que finalement, c'est pas forcément lui qui est le plus faible. Dans l'histoire, les Iraniens ont quand même un certain nombre de difficultés. Tout ça les ennuie quand même passablement. Regardez à quel point ces derniers jours encore, les Américains ont réussi à porter des coups à tout ce qui est trafic iranien. Les destructions de navires, ils tirent dans la salle des machines en général. Regardez l'image qui est impressionnante. Alors je ne vais pas vous faire la liste complète. Le Marivex, il y en a un autre qui est qui s'appelle le Sete Bello, il y en a un autre encore qui s'appelle le Jalver. À chaque fois, même stratégie. Cette fois, il y a des morts. Il commence à y avoir quelques morts parmi les marins indiens. Est-ce que petit à petit, nous laissons abuser en disant regardez, c'est lui qui n'y arrive pas. Et les Iraniens quand même sont en train de subir des difficultés économiques. Oui, les Iraniens souffrent, mais les Iraniens sont plus capables de souffrir que les États-Unis. Moi, honnêtement, Trump s'est planté, on le sait, cette guerre il l'a perdue. Moi l'intelligence... On est au 107e jour, encore une fois. Oui, d'accord, mais moi je le dis depuis le début et je continue à l'affirmer. Bon, alors on verra bien si j'ai raison ou pas, mais l'intelligence de Trump, et il y en a une, et c'est celle qui a valu pour le Venezuela, c'est celle qui a valu pour les 12 jours de juin 2024, 25, oui, c'est que il est d'un des rares dirigeants à savoir arrêter une guerre quand il voit que ça va mal. Et il y a quand même très très peu de gens qui ont été capables de le faire. Alors moi je suis quand même pas un grand fanat de Donald Trump, mais je reconnais que quand il se plante, alors il va l'habiller sous la forme de la victoire, etc., mais quand il se plante, il sait qu'il faut faire marche arrière. C'est Jules César avec Gergovie. Jules César avec Gergovie, il donne l'assaut à la ville, il voit que ça se passe mal, il n'a pas les forces nécessaires, il n'a pas la masse critique, il se retire et il attend son heure, il rejoint la Biennus, il rassemble ses légions et ensuite il est plus fort. Eh bien, ce que Napoléon n'a pas su faire, n'est-ce pas, en Russie ? C'est-à-dire, il y a plusieurs moments où il aurait Napoléon, il est allé trop loin, il n'a pas su jusqu'où ne pas aller. Or, Trump, il a quand même ce flair de savoir jusqu'où ne pas aller, combien même il se rend compte qu'il s'est planté, il est capable de faire demi-tour. C'est quand même là une qualité assez rare que je dois lui reconnaître. Mais vous êtes en train de nous dire, Général Richoud, que donc en fait Donald Trump a compris qu'il avait perdu cette guerre et que son seul problème, c'est au niveau de la communication, de l'information, comment présenter cette défaite en victoire. Absolument. Et que donc c'est très intelligent de sa part de l'avoir compris et de se retirer. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Je pense que parce qu'il y a des victoires qui ne sont pas gagnables et le comprendre avant que ça tourne véritablement en désastre, eh bien c'est déjà une forme d'intelligence. Parenthèse, un surchauffe sur la ligne entre Israël et les États-Unis pendant que nous parlons. Netanyahou a interrompu la réunion de cabinet consacrée à tout ça pour s'entretenir avec Trump, et simultanément le ministre de la Défense Katz est sorti aussi de la salle pour aller parler au secrétaire américain à la guerre Pete Hegseth. Donc les deux pays, enfin le suzerain et le vassal à bien des égards, se parlent activement. Oui, parce que Netanyahou se rend bien compte que tout ce qui compte à ses yeux va être passé par perte et profit par Trump, puisqu'encore une fois, l'objectif de Trump, c'est de rouvrir le détroit d'Ormuz, si ce n'est le désarmement, en tout cas, la limitation du programme nucléaire militaire iranien, ça, c'est pas pour tout de suite. Or, on se souvient que pour les Israéliens, c'était un point clé. Et donc, aujourd'hui, effectivement, Netanyahou a le sentiment, et à juste titre, d'être lâché par Trump. Il est devenu un élément secondaire, et Trump, tout à sa stratégie, comme disait le général Richoud, d'arrêter cette guerre, maintenant qu'il sait qu'il l'a perdue, se préoccupe peu de son allié.
Mais ce qui est incroyable avec Donald Trump dans ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est par rapport à ces coups de fil avec Benjamin Netanyahou, c'est qu'il a accusé l'action justement d'Israël aujourd'hui avec cette frappe sur Beyrouth, d'empêcher que ça serait à cause de cette frappe que le fameux accord que Donald Trump pense qu'il devrait être signé aujourd'hui dimanche était retardé. Alors que là, franchement, là sur ce coup-là, personne ne croit Donald Trump. C'est-à-dire personne ne pense que l'accord devait véritablement être signé aujourd'hui dimanche. Les Iraniens nous ont passé la journée d'hier et la nuit d'hier d'aujourd'hui à nous dire que ça serait pas aujourd'hui dimanche. Donc c'est pas parce qu'il y a eu cette frappe que l'accord serait retardé, parce que c'est ce qu'a dit Donald Trump tout à l'heure, qu'il pensait que l'accord serait encore signé ce dimanche, mais retardé à cause des Israéliens. Oui. 4 mois de guerre pour arriver potentiellement à une signature électronique. C'est-à-dire qu'il faut visualiser Digital. la chose. C'est quoi? Vous voulez ouvrir le détroit d'Ormuz, cliquez ici, la fin du soutien. Dites un mot de ça, parce que ça paraît tellement martien. Moi, ça me rappelle, vous savez, quand vous avez les RH de vos boîtes qui vous envoient votre contrat annuel. Immobilier. Et puis vous devez, vous avez ça aussi. Bah oui, on vous envoie un SMS pour valider votre signature et hop, ça y est, c'est Maintenant, il y a un QR code. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. C'est quand même assez compliqué, en fait. C'est la même chose. C'est la même chose quand vous achetez et que vous vendez un appartement. Les seuls qui n'ont pas compris ça, hélas, parce que c'est dramatique, c'est le ministère de la Justice. Mais sinon, cette dématérialisation, elle est partout. Non mais attendez, Mais Guillaume pas Roquette, pour signer un accord de paix, quand même. Avant, il y avait, on imaginait le stylo Montblanc ou n'importe quelle marque, Waterman, Un je sais accord pas, de voilà. paix. Et puis l'accord avec le beau, comment on appelle ça, le cachet à la cire. Là. Et là, on a une signature électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais c'est un memorandum of understanding, ça n'est Oui, pas mais un enfin, accord. non. Ça ne pose que les conditions de la négociation. Donc ça, ils peuvent le faire. Un accord, ils seront obligés de le signer, de le signer à la main. Pour le moment, il se fiche de nous, il se fiche de nous. Deux choses. D'abord, ça veut dire que ça n'est pas fait. Voilà, c'est ça. Deuxièmement, ça veut dire que ni les Iraniens ni les Américains ne souhaitent se déplacer parce qu'il n'y a pas de confiance et parce que se déplacer pour aller signer sur le fait que le nucléaire, on verra ça dans 60 jours, c'est quand même pas très glorieux, que ce soit à Genève, à Ankara ou je ne sais où. Et ensuite, ça dit encore toute la distance qui sépare les objectifs jamais explicités par Donald Trump de la réalité matérielle à laquelle le président des États-Unis est confronté. C'est-à-dire, et je sais que ça va pas vous plaire, Darius, parce que vous comptez les jours, 107 jours, mais c'est un désastre stratégique. C'est une défaite et un déshonneur. Ça va avoir une incidence sur la vie des nations et du monde. Et dites-vous que ces États-Unis, on a vu le petit clip de Pete Hegseth tout à l'heure, dont le général Richaud, à juste titre, où vous disiez que c'était un faillot. Qu'est-ce qu'il y a sur son bulletin de fin de semestre, là? Il a les encouragements, les félicitations? Qu'est-ce qu'il a à montrer? C'est-à-dire, pour toutes ces dépenses qui se comptent en milliards, tout ce matériel qu'on a passé en revue comme un album Panini, les missiles Patriot, les THAAD, les F-15, les Stratocaster, les porte-avions, etc. Tout ça pour des Iraniens qui disent non, on signe pas aujourd'hui, que ce soit sur le papier ou électroniquement. Et donc, la leçon, c'est quand même que ce pays qui a l'armée la plus puissante que les États-Unis, que l'humanité n'ait jamais vue, n'a pas été capable de l'emporter face à l'Iran, qui, à défaut d'avoir autant de moyens, visiblement, comme ça a été dit précédemment, avait davantage de volonté. Il y a quand même un domaine, évidemment, s'il arrivait à quelque chose, le nucléaire, s'il arrivait à quelque chose de nucléaire de plus que ce qui précédait, peut-être pourrait-il dire, regardez, quand même, j'ai réussi ça. Lisons ce que dit Trump à ce sujet, sur le fait que il espère qu'il soit... Alors c'est là où on entre dans un flou, est-ce que c'est enterré, est-ce que c'est quand le moment sera approprié et que le calme sera venu, nous irons récupérer la poussière nucléaire enfouie profondément sous d'imposantes montagnes. Donc ça, c'est la première version, grâce à nos magnifiques bombardiers B-2 et à leurs brillants pilotes. Puis nous la désintégrerons et la détruirons, que ce soit en Iran ou aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire, général ? Alors, j'ai écouté ce qu'a dit Gallagher, je crois, hier dans mon émission, absolument. pour dire que ça a été enterré grâce à nos magnifiques bombardiers. Ça ne veut pas dire que les bombardiers, demain matin, vont attaquer pour enterrer le nucléaire. C'est-à-dire que c'est de la poussière nucléaire enterrée grâce à nos magnifiques bombardiers. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on entend la récupérer, mais que vraisemblablement, il n'envisage plus la manière forte, car il a vu que la manière forte n'allait pas. Et ensuite, moi je dis simplement, sait-on si véritablement le nucléaire est sous ces imposantes montagnes? On n'en sait finalement rien du tout. Même les Iraniens, Lanterne, expliquent que c'est très difficile d'aller les chercher. Oui, même si ça se trouve, c'est exfiltré. Je rappelle que ça peut être en bonbonne, que ça peut être c'est sécable, et que ça peut partir à droite, à gauche, dans des conditions qu'on ne maîtrise pas. En plus,
les Iraniens sont en position de force. Quand en 2015 ils avaient fini par accepter cet accord multilatéral qui visait à empêcher le développement de la bombe nucléaire, il y avait une peur d'une attaque possible américaine. Et là, l'attaque américaine, elle a eu lieu et elle n'a pas fait tomber le régime. Et je vous rappelle que les Iraniens avaient mis 12 ans avant d'accepter cet accord. Donc aujourd'hui, qu'ils sont encore une fois en position de force face aux Américains, avec ce qui est une forme de victoire militaire, puisqu'ils ont résisté aux 16 000 frappes des Israéliens et des Américains, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils accepteraient les conditions américaines. Donc à mon avis, ça va se terminer de façon peu glorieuse pour les États-Unis. Si vous nous rejoignez, je rappelle la journée des extrêmes rebondissements que nous sommes en train de vivre, puisque Israël bombarde le Liban. On va y revenir dans quelques instants avec les réactions à Washington. C'est la raison, ou c'est le prétexte saisi par l'Iran qui refuse en l'état l'accord, qui le refuse entièrement et que se dit prêt à poursuivre la guerre. Enjeu principal, le nucléaire, avec ces promesses de Trump de l'enterrer, dit-il. Alors, la première solution, c'est de l'enterrer effectivement. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ou le détruire, le diluer. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, diluer ? Les Iraniens, justement, aujourd'hui, sont en train de dire qu'éventuellement, ils seraient peut-être d'accord. Enfin, c'est là tout ce qui est dans ce fameux mémorandum que personne n'a vu et qui n'est pas encore signé, ni électroniquement, ni en présentiel, ni quoi que ce soit. Donc, on sait qu'il y a 440 kilos, hautement enrichis, et dont la moitié, peut-être, pourrait partir aux États-Unis. En tout cas, c'est ce que les Américains souhaiteraient. Et l'autre moitié... les Iraniens disent qu'ils pourraient le diluer eux-mêmes sur leur propre territoire. La question de la dilution pour que justement il ne soit plus hautement enrichi. Mais tout ça est censé être débattu après, quand le mémorandum sera signé, et que justement ça laissera 60 jours ou plus. Les mauvaises langues disent toutes que ça va durer beaucoup plus longtemps, puisque ça avait duré des années avant d'arriver au précédent accord qui a été dégéré par Donald Trump, et que donc ce sont les questions les plus importantes, les plus complexes. Or, Donald Trump continue à dire que ça va être signé aujourd'hui. Cela étant, si Trump et les Israéliens n'ont gagné ne serait-ce que 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce que c'est une victoire d'étape ? Oui, pour les Israéliens, je pense que les Israéliens, ils trouvent leur compte. Alors, bien entendu, Benjamin Netanyahou n'est pas content parce que le Hezbollah n'est pas éradiqué, l'Iran reste une menace, mais c'est quand même un coup de tondeuse à gazon qui les arrange et qui retarde l'inéluctable. Et je pense que les seuls qui, là-dedans, ils trouvent un intérêt, même si c'est une victoire incomplète, ce sont les Israéliens dont la capacité de nuisance, qui ont réussi à renier un peu la capacité de nuisance pour l'Iran. Pour combien de temps ? Alors, moi, j'en sais rien. Quelques mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, je n'en sais rien. Scepticisme sur le banc à gauche. Hein. Oui. Non, parce que c'est difficile, effectivement, de savoir quelle est la réalité des destructions de l'outil nucléaire iranien. Et l'autre menace, qui étaient les missiles à force de frappe conventionnelle, là, pour le coup, il y a des chiffres assez inquiétants de la CIA qui disent que les Iraniens ont réussi à reconstituer une partie de leur force de frappe. Alors certes, il y a sans doute eu des dégâts, je veux dire, avec toutes ces milliers de bombardements. Ils ont été abîmés. Quelques mois, peut-être quelques années, je ne sais pas, mais la victoire, je dirais symbolique, elle est infiniment plus forte que la défaite pratique. La victoire symbolique, c'est qu'ils ont été attaqués par la plus grande puissance du monde et qu'ils ont résisté. Dites un mot des B2. Là, on voit cette simulation qui est très... c'est une des plus abouties qu'on ait eues. Hein. Comment ça fonctionne ? Et au fond, il y a un moyen de destruction, en tout cas, disons, qui est assez exceptionnel, de pénétration pour aller détruire dans les galeries. Oui, alors ça, c'est véritablement l'outil le plus performant qui existe au monde, quasiment. Hein. Je rappelle que de l'autre côté, les Russes, par exemple, ont des Tu-95 qui datent des années 50, avec, vous savez, 4 hélices, c'est quasiment un B-29 amélioré. Là, vous avez quelque chose qui a à peu près la signature d'une mouette, à peu près. Donc, c'est un des plus gros bombardiers du monde qui transporte la GBU-57, c'est-à-dire celle qui est capable de pénétrer jusqu'à 40 mètres, dit-on, etc., mais pas suffisamment pour aller jusque dans les souterrains iraniens les plus profonds, notamment ceux qui sont sous la montagne. Mais c'est quand même l'expression suprême, avec les porte-avions, de la puissance américaine sur le plan aérien, car personne
dispose de tels vecteurs dans le monde, à part les États-Unis d'Amérique. Donc c'est effectivement un bijou de technologie dont ils n'ont pas énormément d'exemplaires. Je ne sais plus combien, mais ils en ont une vingtaine, je crois. Mais non, ce que j'allais dire, si vous voulez, c'est que quand les Iraniens regardent cette animation, ils se disent, on a survécu à ça. On est les plus forts. Donc, voilà, ils les ont envoyés en juin. Ils ont largué 14 GBU 57. Officiellement, le premier stock de GBU 57, c'était 20, donc il en resterait 6. Il y en a probablement d'autres, même si ça coûte extrêmement cher à fabriquer. Mais je le redis, j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez ce déploiement de moyens absolument colossaux entre juin 2025 et ensuite à partir du 28 février 2026, avec entre 13 et 20 000 cibles, des bombes qui se comptent également par milliers. Et malgré tout cela, Donald Trump en a réduit sur son réseau social à faire des longues phrases qu'on est en train d'essayer de déchiffrer comme si c'était l'oracle de Delphes qui s'était exprimé. Il nous faut une pitié pour essayer de comprendre entre les lignes qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le programme nucléaire iranien reste un problème, qu'il n'est pas résolu. Et moi, la manière dont je comprends les phrases qui ont été montrées par Quentin Briand, notre chef d'édition tout à l'heure, c'est que Donald Trump est en train de dire, en fait, je vais pas le régler. Je vais pas pouvoir le régler, en tous les cas, pas dans un futur proche. Et même si on s'y attelle, ça va être compliqué. Et les Iraniens ont obtenu des concessions. Parce que vous posiez la question, comment ça va se faire ? Destruction ? Non. Dilution peut-être, mais parlons-en. Dilution où ? Sous la supervision de qui ? Avec quelle garantie ? Et acceptable aux yeux des Israéliens ? Ou alors exfiltration, sortie du pays, en direction de quel pays ? Pensez une seconde que ce régime qui a le sentiment de l'avoir gagné, cette guerre, ce qui n'est pas forcément juste, accepterait que ce soit envoyé en direction des États-Unis ? Pareillement, c'est certains qui mettent leur veto là-dessus. Inconcevable. Je vous amène évidemment à ce qui est en train de se passer, les bombardements sur Beyrouth et ce soir la colère exprimée par Trump et les choses progressent. Alors dans le bon ou le mauvais sens, ça chacun jugera, mais Trump et Netanyahou se sont parlé au téléphone, ça a dû être assez tendu. Si on en croit ce qui a été rendu public, d'abord regardez les images des bombardements sur Beyrouth aujourd'hui. On parle bien, expliquez-nous bien, vous êtes ici à cette table évidemment, Sophia, celle qui connaît le mieux Beyrouth. On est dans le sud de la capitale. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce bombardement ? Alors, le bombardement qui a visé le quartier de Rebaïlé, il est dans la banlieue sud. C'est pas le cœur de Beyrouth, mais le Beyrouth étant une petite ville, tout comme le Liban est un petit pays, eh bien c'est tout près, c'est à 5-10 minutes de la capitale. À l'échelle de Paris, c'est quoi ? Comme si on bombardait quoi ? C'est comme si on bombardait. De toute façon, là, il s'agit d'un immeuble. Oui. Il s'agit d'un immeuble. Le bombardement qui a... Mais je veux dire par rapport à la Tour Eiffel, on est à quelle distance ? C'est la moitié d'un arrondissement. C'est ça. Et par conséquent, là, ils ont visé Rebaïlé, qui est un quartier de la banlieue sud, fief du Hezbollah, en QG du Hezbollah, qui a été largement évacué par les civils et par les militaires ou les miliciens du Hezbollah, puisque depuis la guerre, Israël pilonne cette région avec plus ou moins de force et en fonction Trump s'y est souvent opposé, donc ils ont dû se restreindre. Trump avait dit pas d'immeuble, je ne veux pas que vous frappiez. Et c'était frappant tout à l'heure sur cette antenne, il y avait l'ambassadeur d'Israël et il faisait très attention de dire, vous avez vu, ils ont frappé des appartements, pas des immeubles entiers, parce que Trump a dit je ne veux pas d'immeuble détruit en entier. Visiblement, il a vu les images, il regarde beaucoup la télé, il a dû voir sur Fox ou je sais pas où, et il a dit non, ça je veux pas. Pas d'immeuble. Des crimes de guerre, mais pas trop, s'il vous plaît, que ça reste chères autorités. Donc non, effectivement, pas dans la capitale. Comme quoi, quand Donald Trump exige certaines choses, donc il en a manifestement le pouvoir, il y a quand même une oreille tendue de l'autre côté, et en l'occurrence, on peut le comprendre, puisque Donald Trump, dans cette relation, il pèse au titre de l'aide américaine, 3,8 milliards d'aides par an. Donc il a quand même, si vous voulez, il faut découpler les expressions, aussi vulgaires soient-elles, des actions. Donald Trump a des leviers fédéraux à sa portée qu'il choisit manifestement de ne pas utiliser, en tous les cas, pas pour le moment. Mais pour Trump, ça n'est pas assez. Il est en colère ce soir. Je ne vais pas répéter sans effort de me conscience, mais il dit, de la même façon qu'il avait dit, qu'est-ce que tu fous ? Là, il dit, c'est une putain d'attaque. Il dit, il n'a aucune putain de jugement en parlant de Netanyahou. Mais il y a objectivement une disproportion entre la réaction de Donald Trump et la réalité de cette attaque. L'ambassadeur d'Israël le disait sur votre plateau il y a quelques minutes. On a frappé un appartement, l'immeuble s'est pas effondré, on a frappé
frappé un appartement dans lequel il y avait un responsable du Hezbollah. Donc je pense que c'est davantage la peur de voir les négociations avec les Iraniens lui échapper qui motive Donald Trump dans cette réaction très très vulgaire, plus que la réalité de ce qu'ont fait les Israéliens. Exactement. Oui, et c'est pour ça qu'on a l'impression de vivre dans une autre dimension, parce que Trump s'énerve de manière très vulgaire, vous venez le dire, cher Guillaume, contre Netanyahou, alors que Israël a été visé par des drones du Hezbollah ce matin. Donc, ce sont des représailles, et Israël, bien sûr, très souvent a des représailles qui sont disproportionnées. En l'occurrence, là, c'est un appartement qui a été visé, et la violence de la réaction de Trump, elle est due simplement au fait qu'il veut son accord. Il leur dit oui, ne faites pas trop de dégâts. Par contre, au Sud-Liban, vous avez eu des villages entiers rayés. On n'a pas vu Trump s'émouvoir. Et je conclurai par cette phrase. Tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur disait oui, quand même, on a eu des résultats avec le Hezbollah. Ben non, en fait. Parce que si l'Amérique s'écrase devant l'Iran, qui est renforcé plus que jamais, ce sera le Hezbollah. Parce que le Hezbollah, c'est le bras armé de l'Iran à Beyrouth. Moi, je ne crois pas une seconde que Donald Trump ait eu ce genre de langage avec le Premier ministre israélien. Il y a une forme de théâtralité, d'hypocrisie et de mise en scène. Ils se répartissent les rôles ? Oui, exactement. En revanche, pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur ce langage ? Parce que ce sont deux alliés, et tout à l'heure vous avez utilisé l'expression suzerain et vassal. Il y en a un qui a quand même davantage besoin de l'autre que dans le sens inverse. Et donc la perspective qui est en train de se dessiner, et c'est là que Benyamin Netanyahou est face à l'œuvre de sa vie, qui peut-être va ressembler à des ruines fumantes sous ses pieds, c'est que y ait un véritable découplage, et plus vite qu'on ne le pense, entre les États-Unis et Israël. C'est ça la perspective qu'il y a derrière cette vulgarité et ces menaces affectées ou, j'allais dire, inventées sous la forme de vulgarité. Et ça placerait Israël dans la même position que son pire ennemi, l'Iran. Une position d'isolement stratégique entre ces deux pouvoirs, avec les uns leurs moyens et les autres les leurs. Passons par Washington. Sonia Dridi, Trump et Netanyahou se sont parlé. On voit que feinte ou demi-feinte ou à demi-réel, ou peut-être bien réel, la colère de Trump ce soir. Est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit il y a quelques minutes ? Alors, on n'a pas encore de détails sur cette conversation. Ce qu'on a appris via CNN juste avant le début de cette conversation, c'est que le Premier ministre israélien cherchait à rencontrer Donald Trump après le G7. On a évidemment, vous l'avez dit, un Donald Trump qui s'est énervé tout à l'heure contre le Premier ministre israélien. Il y avait déjà eu 2 autres appels récemment qui avaient été extrêmement tendus, selon ce qu'avait rapporté Donald Trump et la presse américaine. En tout cas, on a un Donald Trump qui, ça c'est sûr, souhaitait un accord au plus vite, notamment parce que dans quelques heures, il y a ce grand événement à la Maison-Blanche, combat MMA pour son 80e anniversaire, pour les 250 ans de l'Amérique. L'ambiance est à la fête, il va y avoir un grand feu d'artifice, on voit vraiment des Américains de tout le pays débarquer ici pour faire partie du public dans la fan zone. Et donc Donald Trump aurait souhaité une signature ce sera peut-être toujours les cas, mais une signature avant son départ pour la France dans quelques heures et si possible avant le début de son combat. Donc en tout cas, il y a une frustration réelle de la part du président américain. On a vu tout à l'heure le convoi du vice-président J.D. Vance arriver à la Maison-Blanche. Alors on sait que J.D. Vance doit être présent pour cette signature de ce cadre d'accord. Il doit aussi être présent pour les combats UFC. Donc on ne sait pas exactement s'il arrivait un peu plus tôt pour une possible signature, mais en tout cas son convoi a été vu et des caméras de CNN ont notamment filmé J.D. Vance entrer à la Maison-Blanche il y a peu. Merci beaucoup Sonia. Mais le problème de Donald Trump, c'est que là, effectivement, tous ses plans sont contrecarrés pour son anniversaire et le lancement, disons, de ces célébrations. Donc, il essaye de continuer avec ce suspense qui n'est pas très énorme quand même sur la signature dans quelques heures de cet accord. Je crois qu'on n'y croit pas beaucoup. Mais son problème, c'est que il est en train de tout faire tout ce qu'il peut pour influencer, faire en sorte que les Israéliens ne fassent rien, ne rétorquent pas, et puis surtout pour que
la République islamique d'Iran également ne fasse rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, Donald Trump, il doit avoir influencé également du côté de Téhéran, Darius. Il doit faire en sorte, et ça, c'était pas prévu, faire en sorte que les Iraniens se calment aussi. Et on donc verra il doit calmer sur tous les feux. Et effectivement, dans quelques instants, on verra que l'Iran parle de riposte vigoureuse. Et on va entendre même les déclarations à Téhéran. Juste avant ça, Raphaël Jérusalemi, vous êtes là. Est-ce que c'est volontaire? Vous êtes monsieur vérité en général. Enfin, Jérusalemi, qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, sur ce plateau, souvent on vous reconnaît cette qualité-là, c'est au moins vous dites les choses. Hein. Est-ce que sciemment, le gouvernement israélien est en train de faire un croche-patte au plan de Trump? Alors, je ne saurais pas vous dire ce qui se passe dans la tête de Benjamin Netanyahou. Je pense que c'est effectivement une stratégie parce que Donald Trump est en pleine panique. Alors, d'un côté, il promet aux Iraniens des tas de bonnes choses, des levées de sanctions, la levée peut-être même du blocus maritime. Et de l'autre côté, il menace les Israéliens. Il leur promet pas des bonbons, là, il en menace. Mais dans les deux cas de figure, il est en pleine panique. Et les Israéliens peuvent exploiter cela. C'est vrai que les Américains ont un levier de soutien logistique et financier à Israël. Et aujourd'hui, les Israéliens ont un levier très simple. Faire capoter l'accord qui tient tant à cœur à Trump. On peut saboter cela. D'abord, on le sabotera parce qu'on n'en veut pas. D'autre part, il y a quand même un problème, c'est que lorsqu'on démolit un immeuble ou un appartement à Beyrouth, c'est un scandale international qui va embraser le Proche-Orient, alors que cette riposte vient après des tirs du Hezbollah sur des villages frontaliers israéliens. Ça n'embrasse pas le Proche-Orient. Il y a quand même un problème à demander à un État qui ne fait même pas partie ou qui a été écarté des négociations de respecter ces négociations et cet accord alors que sa sécurité est en danger. Raphaël Jérusalemi, pardon, vous ne l'aimez plus Trump, hein, ça transpire. Moi je suis frappé de voir à quel point tous les Israéliens, en tout cas ceux qui sont francs et directs comme vous l'êtes, étaient très laudatifs sur Trump il y a encore 2 mois. Et là, vous dites qu'il est en panique. Le vocabulaire a changé. Un Israélien n'aime plus Trump. Là, c'est fini. En tout cas, pour l'instant. Vous ne pouvez être trahi que par ceux que vous aimez, Darius. Un vendeur inconnu, il peut vous tromper, il peut pas vous trahir. Effectivement, Donald Trump était la personnalité politique la plus populaire en Israël jusque tout récemment. Mais j'ai envie de dire, ce qui est en train de se produire était assez prévisible. Ah oui. Dès le début, on avait expliqué que ces deux puissances n'avaient pas les mêmes objectifs, ni même les mêmes intérêts. Et donc, ce qui est en train d'advenir sous nos yeux était un peu écrit d'avance. Avouez que ça dément au moins ceux qui disent Trump est le toutou de Netanyahou, il fait tout ce que lui dit Netanyahou. On l'a beaucoup entendu. Oui, mais ça, non. Que Netanyahou, à un moment, ait pu convaincre en disant nos services de renseignement pensent sincèrement que le régime est près de s'effondrer, et donc si vous intervenez, le régime s'écroule. Ça, je pense qu'il a réussi à le convaincre. Ça veut absolument pas dire qu'il est sous influence de Netanyahou. Absolument. C'est-à-dire que dans une réunion d'état-major où on se parle entre alliés, eh bien, à un moment, Netanyahou a eu raison, a réussi à imposer sa volonté ou bien son opinion vis-à-vis de Donald Trump. C'est tout ce que ça veut dire. Trump qui panique, dit Raphaël Jérusalemi. Effectivement, il est 23h07 heure de Paris. À Washington, il est moins 6, 7 heures. Voilà, les heures tournent vite. Il lui reste quelques heures pour la fin du dimanche. Je suis sûr que ce sera aujourd'hui. Et là, il vient de le redire au Wall Street Journal, donc il y a une information exclusive du Wall Street Journal à l'instant, où il dit c'est imminent, et ce sera moi ou J.D. Vance qui allons le signer électroniquement. Voilà, mais électroniquement... Là, il joue quand même un peu, alors même s'il l'a fait 40 fois, mais il est 41e fois, là il joue quelque chose de gros. Effectivement, il est possible qu'il y ait une forme de, disons, panique est peut-être beaucoup dire, mais oui, d'inquiétude. Oui, je pense que effectivement ces promesses c'est ce qu'elles valent, et Donald Trump a un rapport au temps qui lui est assez particulier. Mais l'objectif, c'est surtout, à mon avis, d'envoyer des messages aux Iraniens en disant on est prêt, on est coopératif. Sous-entendu, vos conditions peuvent être les nôtres. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète dans cette précipitation américaine, c'est que quand on est prêt à réussir à tout prix un accord, ça veut dire qu'on est prêt
a lâché beaucoup de choses. Et je comprends l'inquiétude, voire la colère de M. Jérusalemi. Eh ben, alors, il a lâché beaucoup de choses. Justement, selon d'autres informations, Donald Trump serait prêt à de plus amples concessions pour pouvoir signer d'ici minuit, heure américaine, notamment la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Et donc là, Donald Trump, alors il répète qu'il est prêt à signer électroniquement, mais qui va signer en face ? Les Iraniens. Les Iraniens, il faudrait Ils ne sont pas tous d'accord entre eux nécessairement. Soient très influents pour que justement les Iraniens signent eux également électroniquement. Non mais un président ne signe pas un MOU, c'est complètement ridicule. Ça c'est le problème du ministère des Affaires étrangères. Absolument, il signe à la limite l'accord total, définitif, etc. Mais ça n'est absolument pas du niveau du président. Ça veut dire qu'il s'empare de tout de manière compulsive et donc c'est quand même pas très rassurant. Il fait des choses qui ne sont pas de son niveau. La subsidiarité, ça existe aussi dans les démocraties. Mais sauf s'il a un message politique à envoyer et pour dire au peuple américain, regardez, j'ai signé la paix. Parce que je pense que dans le Middle West, on n'ira pas forcément voir toute la subtilité entre effectivement un mémorandum avec les points à mettre à l'ordre du jour et un véritable accord de paix. Et lui qui aime faire des signatures grandes comme ça, et il croit comme ça sur un truc électronique. Les signatures électroniques, ça va être dur. Si vous permettez, oui. D'abord, en Iran, il est 12h30. Donc, à mon avis, ceux qui doivent signer sont allés se coucher. Et surtout, il est déjà lundi. Voilà, exactement. Et on est déjà lundi, même si en Amérique c'est pas encore le cas, on est -6 en arrière. Et surtout, cette signature, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez su cela, mais c'est cette plateforme de signature cryptée est imposée par les Iraniens. C'est eux qui voulaient pas venir. C'est eux qui ne voulaient pas aller à Genève, même s'ils ont proposé cette capitale comme lieu de signature virtuelle. Et c'est une plateforme qui est sécurisée par les Suisses, par une société suisse. Vous savez que les Suisses ont notamment mis au point ce courriel très sécurisé qui est Proton. Oui. Et apparemment, ce sont les Suisses qui ont mis au point cette plateforme. À vérifier, je parle au conditionnel. Mais effectivement, plus il annonce, plus il fait des effets d'annonce, Donald Trump, et plus les Iraniens prennent leur temps. Et je ne vois pas sur quoi il peut céder plus ou davantage, Donald Trump, parce qu'il a déjà cédé sur tout. Il a cédé sur tout. Et la seule chose que les Iraniens ont donnée en contrepartie, c'est de débloquer le détroit d'Ormuz qui était fermé avant la guerre. Il y a quand même du tout nouveau, parce que là, il y a quelques précisions selon le Wall Street Journal sur le fait que Trump prévoirait de publier prochainement, là encore, c'est toujours l'adverbe un peu général, une déclaration confirmant que les États-Unis ont conclu un accord avec l'Iran. On conclut. Ouais. Alors non, en fait, ce qu'il explique aux journalistes du Wall Street Journal, il dit deux choses. Il dit la première, c'est que j'ai obtenu des Iraniens qu'ils jurent de ne jamais acquérir l'arme nucléaire. Alors ils l'ont dit un nombre de fois incalculable et ils ont signé le TNP, traité de non-prolifération. Deuxièmement, il dit le détroit d'Ormuz va rouvrir tout de suite. Et sur la poussière nucléaire, dit-il, il n'y a no rush. Aucune urgence, nous irons dans 1 mois ou 2 chercher quand c'est nécessaire. Il n'y a aucune pression et aucune urgence là-dessus. Et quant à l'attitude des Iraniens, ils disent, écoutez, ils ont subi ce qu'ils n'avaient jamais subi auparavant, donc j'ai confiance dans le fait qu'ils veulent également signer ce document. Donc voilà où on en est à cette heure, puisqu'il vient de s'entretenir avec le Wall Street Journal il y a quelques instants, et je pense que c'était l'explication suite à ce que racontait notre correspondante Sonia Dridi depuis la Maison-Blanche sur le président. Effectivement, c'est le temps un peu lounge. On se décontracte, on se détend. Il dit nous récupérons les poussières nucléaires plus tard, lorsque nous serons prêts à intervenir. Je dirais que dans les 2 prochains mois, il n'y a pas d'urgence. Et il ajoute même le qualifier, il juge le procédé, je cite, inoffensif. Guillaume Roquette ? Ben oui, parce que malheureusement, il se dit que dans 2 mois, les Américains regarderont ailleurs et que donc il pourra signer en toute discrétion un accord qui lui est défavorable et que c'est maintenant que les gens sont polarisés. Donc il dit il n'y a pas d'urgence parce que tout se passe bien, que la situation est sous contrôle. Malheureusement, c'est pas la vérité. Mais il veut gagner du temps parce qu'après les gens seront passés à autre chose. Encore faut-il que l'engrenage de la guerre ne reparte pas beaucoup plus fort que ça, parce que vous êtes toujours avec nous, Raphaël Jérusalemi. Merci de rester là. Puisque, écoutez, les Iraniens, il est possible que les Iraniens maintenant ripostent, puisque leurs alliés du Hezbollah ont été frappés, c'est l'engrenage possible de la guerre. Écoutez ce qu'on dit à Téhéran ce soir sur un ton martial.
Le commandant du quartier général central de Katam, Alan Bia, a déclaré dans un message adressé au peuple héroïque d'Iran: les fils de la nation au sein des forces armées se tiennent le doigt sur la gâchette, prêts à tirer sur l'ennemi, et la vengeance pour le sang du guide martyr ne sera jamais oubliée. Le général de division Ali Abdollali a en outre souligné dans ce message que notre capacité de combat, notre puissance défensive et nos moyens en matière de missiles, de marine, de drones et de défense aérienne sont plus forts qu'auparavant et ont été renforcés sous le commandement du commandant en chef, l'ayatollah Mujtaba Khamenei. Raphaël Jérusalemi, est-ce qu'en Israël on appréhende, on craint que les Iraniens tirent ce soir? Alors, on n'appréhende pas nécessairement parce que nous voulons reprendre cette guerre là où on l'avait laissée. En fin de compte, on se méfie, on prend toutes les précautions. Le front intérieur a de nouveau donné des consignes très strictes de sécurité pour la population civile. Les grands événements, les concerts, les matchs de foot, tout ça a été annulé. On est prêt donc à encaisser. On est aussi prêt. Je sais bien que les Iraniens ont encore des missiles pour nous frapper. Mais nous avons encore beaucoup plus de missiles pour les frapper de retour. Et donc nous sommes maintenant dans l'attente, et celui qui tient les cartes, ce n'est pas Mujtaba Khamenei, ce n'est pas Ghalifab, c'est Vahidi, c'est le chef des gardiens de la Révolution. Nous allons savoir ce soir, justement, jusqu'à quel point le chef des gardiens de la Révolution, qui est un va-t-en-guerre, a une influence sur cette stratégie iranienne face aux Américains. Pour l'instant, de toute façon, les Iraniens s'amusent. Ils essaient de voir combien ils peuvent traire la vache Trump jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à traire. Mais sur le plan militaire, Raphaël Jérusalemi, qu'est-ce que je disais sur votre changement de ton? Là, vous l'appelez la vache Trump, vous dites qu'il panique. Là, le ton a vraiment changé en Israël. Mais, malheureusement. Raphaël Jérusalemi, vous disiez à l'instant, donc en Israël, on est dans l'attente et presque de ces frappes, et peut-être même, je vous pose la question, dans l'espoir qu'elles arrivent. C'est-à-dire que qu'est-ce qui serait positif pour Israël là? Ça serait que Israël puisse frapper, qu'il y ait donc des échanges de tirs entre la République islamique d'Iran et Israël, mais ça aboutirait à quoi? Il y a aujourd'hui, ce soir, 3 peuples qui sont trahis. Et c'est pas les Israéliens en premier. Ceux qui sont trahis en premier, ce sont les Iraniens, le peuple iranien. En second, c'est le peuple libanais. Et en troisième position, ce sont les Israéliens. Nous sommes 3 peuples qui sont trahis, 3 peuples qui vivent dans l'angoisse et l'insécurité à cause d'une partie d'échecs très très mal joués par les Américains, par les Iraniens, et qui ne nous concerne pas véritablement. Nous pouvons, nous, les peuples iraniens, libanais, israéliens, faire la paix si on se débarrasse de Vahidi d'un côté et malheureusement aujourd'hui, effectivement, de Trump de l'autre. Oui, carrément. Mais vous pensez que les Israéliens peuvent continuer la guerre, si ce n'est de frapper l'Iran, en tout cas continuer à frapper au Liban le Hezbollah, même après un accord de paix entre Trump et les Iraniens? Absolument. Nous sommes, au moment même où je vous parle, à 3 kilomètres de Nabatiyeh, qui est une ville cruciale pour le Hezbollah, une sorte de carrefour de elle contrôle plusieurs périmètres du Sud-Liban et du Nord-Liban. Nous allons probablement pénétrer dans Nabatiyeh dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Si besoin est, ou si un moment doré se présente, nous frapperons la Dakhia de nouveau. Je ne vois pas en quoi Israël doit s'arrêter de frapper et en quoi des tirs du Hezbollah sur des villages israéliens doit être banalisé. Ça ne peut pas être banalisé. On ne peut pas tirer impunément sur des villages israéliens et on ne peut pas certainement obliger les Israéliens à ne pas riposter de par un accord auquel ils n'ont même pas été invités à participer, à négocier. Donc je pense que oui, nous ferons ce que nous avons à faire, comme nous l'avons fait l'année dernière au mois de juin. Vos propos sont clairs, en tout cas, Raphaël Jérusalemi. Regardez, est-ce qu'il y a une dimension personnelle de Netanyahou? Il a 76 ans, il a parlé il n'y a pas longtemps de son cancer, il a un cancer de la prostate assez avancé, et il en a fait lui-même la confession, hein, c'est pas un secret. Est-ce que ça peut jouer, c'est-à-dire
76 ans, c'est un certain âge, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il se dit au fond... Moins que Trump. Moins que Trump, c'est vrai, mais lui est malade. Il se dit, il a des élections qu'il risque de perdre, c'est le moment ou jamais de rester dans l'histoire. Son frère a été tué dans des circonstances dans un attentat, en TB, contre des terroristes. Se dire, voilà, je vais laisser ma trace, quitte à m'opposer aux États-Unis comme peu l'ont fait avant moi. Ah, absolument. Benjamin Netanyahou, il a commencé à parler de l'action militaire contre l'Iran avec George W. Bush, donc Bush fils. Il n'est pas Premier ministre à l'époque, il est dans l'opposition, je crois qu'il est... et donc il se rend... C'est l'affaire de sa vie. Oui, effectivement. Il en a parlé avec Barack Obama, avec Joe Biden, Trump 1, etc. Et ça, il faut le lui reconnaître, cette détermination, c'est l'œuvre de sa vie. Mais, alors, si c'est le soir de sa vie, regardez ce qu'il laisse derrière. Et je l'ai dit, Israël, traité comme un État paria, parce que voyou, lui, mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, accusé de génocide à Gaza, d'épuration ethnique dans le sud Liban, de terrorisme en Cisjordanie, de guerre illégale contre l'Iran, c'est quand même un bilan. Et qui est dû à quoi ? À cette philosophie qui était exposée à l'instant, cette lubie de la paix par la force, parce que, pense-t-il et disent-ils, nos voisins arabes, la force, c'est le seul langage qu'ils parlent. Mais regardez ce que ça donne. Ni paix, ni sécurité, et des Israéliens qui, ce soir encore, doivent potentiellement aller aux abris, parce que ces gens-là ne croient pas à la diplomatie, ne croient pas à la négociation. Quand on envoie un ambassadeur, et c'est pas manquer de respect à cette fonction, pour aller négocier une paix potentiellement historique avec le Liban, mais qui négocie ça si on est sérieux ? Qui signe ça ? Vous envoyez un Premier ministre, un ministre des Affaires étrangères, pas un soi-disant ambassadeur, tout en continuant les actions contre le Liban pour aller jusqu'à Nabatillé, pour gagner du terrain. Est-ce que c'est l'esprit même d'Israël ? Écoutez, l'ambassadeur d'Israël, il était sur l'antenne de LCI tout à l'heure et il parle de la parole biblique, tu tendras l'autre joue. Il dit ça, c'est pas juif, que certains veulent y tendre l'autre joue, mais nous ne tendrons pas l'autre joue, ce qui veut bien dire nous continuerons. Israël a répondu à une attaque qui a eu lieu ce matin. Le Hezbollah a tiré 3 drones contre le territoire israélien. Donc quand on parle d'une violation de cessez-le-feu, il est clair que c'est le Hezbollah qui a violé le cessez-le-feu. Vous savez, tendre la deuxième joue, c'est pas juif. Ce n'est pas de chez nous, ça. On nous attaque, on attaque, on répond. Et on répond d'une façon à faire comprendre à nos ennemis que c'est pas une bonne idée de nous attaquer. Guillaume Roquette, très ancienne tradition israélienne. Golda Meir déjà disait, moi je préfère les condamnations, condoléances. Qu'on soit condamné, qu'on ne nous aime pas, ça fait rien. Il vaut mieux ça que de périr. Oui, et d'ailleurs, effectivement, cette phrase, quand on te frappe la joue gauche, tends la joue droite, c'est dans le Nouveau Testament. Et le Christ dit, on vous avait appris œil pour œil, dent pour dent, moi je vous donne un commandement nouveau. Effectivement, ce commandement-là n'est pas un commandement juif, mais bien un commandement chrétien. On peut le comprendre, hein, je me sers que, il faut jamais oublier la carte, quand on juge Israël. Ce pays, minuscule, isolé, au milieu de régimes qui lui sont, si ce n'est franchement hostiles, militairement, en tout cas pas forcément alliés. Donc je pense qu'ils n'ont pas le choix. Et malheureusement, le 7 octobre a je pense, convaincu une partie d'Israéliens que cette politique belliciste de Netanyahou consistant à attaquer tous azimuts était la seule possible. Et presque une sorte de logique philosophique. Le patron de la DGSE, Nicolas Lerner, qui était l'invité de LCI, disait Trump et Netanyahou ont la même philosophie. C'est la fameuse phrase si quelqu'un veut te tuer, tu te lèves et tu le tues le premier. C'est la seule chose à faire. C'est pas la logique européenne de on va discuter, on va se réconcilier, blablabla. C'est une logique nouvelle. La logique européenne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale était celle-là, quand même. Il faut le dire. Nous, on a eu 50 millions de morts, donc on parle plus tout à fait de la même chose, véritablement. Oui, il y a cette logique-là, mais je crois effectivement qu'il y a cette logique aussi il y a un complexe obsidional aussi chez les Israéliens, la taille de 2 départements, entourés quand même d'un monde parfaitement hostile, et l'ambassadeur a raison de dire que c'est le Hezbollah qui a attaqué ce matin. Je vous interromps, puisque la nouvelle est tombée là, pardon, désolé d'interrompre, mais la nouvelle est d'importance, c'est le Premier ministre du Pakistan qui affirme ce soir, et il est vraiment au cœur des discussions qui ont eu lieu, qu'il est heureux d'annoncer la conclusion d'un accord de paix entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Les 2 parties déclarent cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, et c'est là les mots importants, y compris au Liban. Alors, Israël n'est pas signataire, donc on va qu'ils s'engagent. La cérémonie de signature officielle aurait lieu en Suisse le vendredi 19 juin, ce qui est le vendredi prochain.
nous tenons à remercier les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran, etc., etc. Si c'est le cas, Trump a gagné son pari à 23h22 heure de Paris, moins 6 heures de Washington. Non, mais il faut attendre confirmation des Iraniens, bien évidemment. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une énorme pression de la part de Donald Trump, de la part des États-Unis d'Amérique, sur tout le monde pour pouvoir parvenir à cela. Il s'engage quand même, il dit l'accord étant désormais en vigueur. Le ministre pakistanais, effectivement, s'engage. On en avait eu les prémices il y a 2 jours, quand, par rapport à la semaine dernière, c'était la grande différence. Alors que Donald Trump, c'est pas la première fois, c'est la 39e, 40e fois qu'il change d'avis. On n'avait pas eu du côté pakistanais, c'est-à-dire du côté de ceux qui sont les intermédiaires. Il y a le Qatar, mais il y a aussi le Pakistan. Or, depuis quelques jours, on avait le Pakistan et vous venez de le confirmer. Donc ça, c'est sous influence de Donald Trump. Mais nous n'avons rien côté iranien. Avec cette fois même la citation des parrains, puisque le Pakistan salue le rôle visionnaire du Royaume d'Arabie Saoudite, donc MBS, Mohamed Ben Salman, et de la République de Turquie, donc Erdogan. Oui, Erdogan, l'Arabie Saoudite, mais aussi le Bahreïn, l'Égypte, ont aidé à conclure cet accord. Et pour certains même, apparemment, mais il s'est à confirmer, en avançant des garanties que des fonds seraient débloqués pour l'Iran, parce que c'est ce que l'Iran exigeait. Il voulait avoir de l'argent très vite, que des fonds gelés soient débloqués très vite, et ça a beaucoup aidé. Maintenant, Shahbaz Sharif, le Pakistanais, en général, il ne s'exprime pas à la Trump. Quand il parle, c'est que il y a de fortes raisons pour que ce soit vrai. Oui. Donc, en attendant une confirmation des Américains, mais surtout des Iraniens qui font les difficiles ou font semblant de jouer aux difficiles, il faut prendre cette information avec des pincettes. En tout cas, ce qui semble acquis au moment où nous parlons, c'est que Trump n'aura pas son cadeau d'anniversaire venu de Téhéran, à savoir la signature de ce papier, de ce mémorandum ou ce protocole. Vous êtes sévère, même anniversaire différé de 7 jours, c'est pas mal. Mais même les Iraniens, Darius, hier, les Iraniens disaient, le porte-parole des gardiens de la Révolution, Ismail Bagaï, évoquait la signature de ce mémorandum en disant qu'elle n'était pas à exclure dans les prochains jours. Donc là, si on a le Premier ministre pakistanais qui effectivement ne parle pas pour ne rien dire, le dit, c'est que Donald Trump a réussi à tordre le cou à tout le monde et qu'il l'aura eu d'ici ce soir minuit heure américaine. Mais reste à savoir ce que ça veut dire concrètement. Oui, mais comme vous disiez, Anne, il faut quand même attendre maintenant ce que vont dire les Iraniens, car bien souvent, ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Bien souvent, dans les intermédiaires, il y a quand même un optimiste volontaire parce qu'ils ont été les intermédiaires et donc ils veulent que ça se fasse parce que c'est aussi, à la gloire, je dirais, du Pakistan qui a d'ailleurs une intermédiation assez efficace. Il faut quand même le dire. Oui, mais les Pakistanais ont toujours été extrêmement prudents jusqu'à présent et d'ailleurs ce silence persistant contrastait avec les annonces triomphales de Trump, dont peut-être que la dernière était juste, comme quoi il a dit il y aura une signature dans quelques heures, et apparemment la signature est faite. Si c'est le cas, c'est vraiment un tournant dans cette guerre que nous couvrons depuis tant de semaines, et or, il est relativement précis, le Premier ministre pakistanais, il donne un calendrier, il dit que c'est la guerre qui s'arrête, y compris au Liban. Est-ce que ça veut dire qu'il a obtenu des Iraniens que ceux-ci tordent le bras du Hezbollah pour qu'il arrête ses frappes sur Israël? C'est une possibilité. En tout cas, ça semble être une information absolument essentielle. Sonia Dridi, qu'est-ce que vous savez à Washington? Nous sommes toujours en direct et donc ça c'est tombé il y a quelques instants. Cette fois, c'est pas seulement le président Trump, c'est le Premier ministre pakistanais qui le dit. Oui, et je vous disais tout à l'heure qu'on avait vu le convoi du vice-président J.D. Vance arriver à la Maison-Blanche. Donc, il y avait beaucoup de spéculations sur cette éventuelle signature qui, selon le Wall Street Journal, va être annoncée d'ici peu par Donald Trump qui, dans une interview avec le Wall Street Journal, a dit que l'accord allait inclure un engagement de l'Iran à ne pas se doter de l'arme nucléaire et la réouverture du détroit d'Ormuz. Le président américain qui a aussi dit qu'il n'y avait pas d'urgence, selon lui, à extraire les matières nucléaires d'Iran, que cela pourrait se faire de façon ultérieure. Il a notamment déclaré « Nous récupérerons les poussières nucléaires plus tard ». Il a dit, je dirais que ce serait a priori dans les 2 prochains mois, mais il n'y a pas d'urgence. L'urgence pour Donald Trump, on le sentait bien, c'était d'obtenir ce cadre d'accord. A priori, des négociations vont ensuite être entamées, notamment sur la question des matières nucléaires, sur les modalités de leur extraction. Mais en tout cas,
bien, avant ce grand événement à la Maison-Blanche pour célébrer ses 80 ans, les 250 ans de l'Amérique, on sentait qu'il voulait afficher cette victoire diplomatique, ne plus être plombé par la question iranienne tous les jours, alors qu'il va aussi s'envoler dans les prochaines heures pour la France, pour le G7. Ensuite, il y a le 4 juillet, grande célébration des 250 ans de l'Amérique. Donc, a priori, il a obtenu ce qu'il souhaitait, un accord en ce 14 juin, donc son jour d'anniversaire. Donald Trump qui, un peu plus tôt, avait précisé que malgré les frappes, la frappe israélienne à Beyrouth, eh bien, le processus de signature ne devrait pas être déraillé. Gallagher, une question pour vous. Est-ce qu'on peut s'attendre, Sonia, à ce que Donald Trump prenne la parole? Parce que c'est quand même un moment extrêmement attendu et certains médias américains annoncent une prise de parole imminente de la part du président des États-Unis. Est-ce que vous avez des informations en ce sens? Oui, alors on ne sait pas exactement sous quelle forme il va prendre la parole, mais en effet, c'est attendu, surtout que, je vous le disais un peu plus tôt, les journalistes correspondants de la Maison-Blanche aujourd'hui n'ont pas accès à l'enceinte de la Maison-Blanche pour des questions de sécurité, parce que UFC, qui organise ce grand combat MMA, a en fait pris les lieux pour organiser ce combat. Mais il va y avoir un petit pool de journalistes qui vont suivre le président, donc une dizaine, et il pourrait s'exprimer devant eux, comme il le fait souvent, ou via une allocution télévisée ou un message sur son réseau. On n'a pas donc exactement les modalités de cette prise de parole, mais on peut imaginer que Donald Trump va vouloir afficher cette victoire diplomatique, alors que vraiment c'est une grande ambiance de fête à la Maison-Blanche. On voit les lumières au-dessus de l'arche qui est disposée sur la pelouse sud. On voit vraiment des Américains de tout le pays qui ont débarqué dans la ville pour assister à ce combat dans la fan zone, avec des t-shirts aux couleurs de l'Amérique, des shorts aux couleurs de l'Amérique. Donc si en plus il affiche cette victoire diplomatique, eh bien, ça sera une soirée réussie pour le président américain, une soirée qui doit se terminer par un grand feu d'artifice, justement, devant la Maison-Blanche. Merci beaucoup. On va se rendre en Israël dans un instant, on va se rendre en Iran dans un instant, mais première réaction, l'alignement des planètes. Si Trump a, en quelques jours, l'annonce de son accord, le congrès, je ne sais pas comment on appelle ça, la compétition de MMA, le G7, le 250e des relations France-États-Unis et la Galerie des Glaces à Versailles. Parce que ça, mercredi soir. Louis XIV, Roi Soleil. Oui, mais vous voyez comme il est fort. Vous dites il a gagné, alors que c'est quand même une fin de guerre qui n'est pas vraiment à son avantage. C'est la preuve que cet homme est très fort, parce qu'effectivement, il a réussi à réorganiser une séquence politique où il prend l'initiative, alors même que sur le fond, c'est objectivement un échec que cette guerre, mais c'est le propre des grands fauves politiques, c'est que voilà, tant qu'ils ne sont pas morts, ils sont pas abattus. Et effectivement, Trump reprend l'initiative. On imagine très bien les déclarations triomphantes auxquelles on va avoir droit dans les heures qui viennent, en disant regardez, j'ai mis fin à cette guerre. Et il obtiendra sans doute l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Donc il y aura ça aussi comme conséquence. Il comptait déjà, il a dit j'ai arrêté 8 guerres, il pourra dire 9 maintenant. Oui, enfin en l'occurrence la 9e c'est lui qui l'avait déclenché. Alors Donald Trump qui vient de publier un message sur son réseau social, il est court donc je vais vous le traduire sinon vous m'interrompez. L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais complet. Félicitations à tout le monde. Par ce message, j'autorise le passage par le détroit d'Ormuz sans péage et simultanément j'autorise également la levée du blocus par les États-Unis. Navires du monde, démarrez vos moteurs, que le pétrole puisse enfin circuler, président Donald. Ça, c'est très trumpien, que le pétrole coule à flot. On verra si c'est le cas. Mais première réaction en Israël avec vous, Raphaël Jérusalemi, à chaud. Alors, inquiet bien sûr, mais à moitié, pour deux raisons. Un, on peut signer tout ce qu'on veut et chantonner tous les triomphes qu'on veut. L'accord ne marchera pas, ne tiendra pas. Les 60 jours, ça sera 180 jours, au bout desquels il y aura une sorte de signature, et il n'y aura aucun mécanisme de contrôle, aucune garantie, quoi faire s'il y a une infraction à l'accord, etc. Ça, c'est une chose, je ne crois pas que cet accord tiendra, c'est du bidon. Et secondo, cet accord, tant qu'il insistera sur le théâtre d'opération libanais, permettra aux Israéliens de le saboter. C'est-à-dire, vous croyez qu'en fait, c'est un accord mort-né ?
c'est un accord borné comme beaucoup d'accords qui ont été signés avec Téhéran, et c'est certainement un des pires. Mais il n'y a vraiment pas les éléments. D'abord, il n'y a pas d'accord, hein, c'est un Memory of Understanding, donc c'est un accord pour passer un accord, peut-être si un jour on sera d'accord. Donc on va quand même mettre les choses en proportion. Ceci étant dit, je dis qu'il n'y a pas les éléments pour que ça tienne la route sur le terrain. Il n'y a certainement pas un signataire fiable du côté de Téhéran. D'ailleurs, on n'a pas entendu les Qataris, ce qui m'inquiète un peu, parce que les Qataris sont à Téhéran en ce moment, et eux n'ont pas encore, si je ne m'abuse, donné leur son de cloche. Et comme je l'ai dit pour terminer, les Israéliens, à cause ou grâce à ce lien qu'on fait absolument avec ce qui se passe entre Israël et le Hezbollah, eh bien, lorsqu'on tapera sur le Hezbollah, si on fait véritablement ce lien, on arrivera à faire capoter l'accord si on le veut, et c'est nous, à ce moment-là, qui avons un levier sur Donald Trump, et on peut l'utiliser. Raphaël, merci. Beaucoup d'autres réactions. On va se rendre en Iran dans quelques instants, mais d'abord, Sonia Ridi, sur les nouvelles déclarations de Trump qui datent d'il y a quelques secondes. Voilà, le Wall Street Journal avait dit qu'il allait faire une annonce. Il vient de la faire sur son réseau Truth Social. Il a donc déclaré que l'accord avec la République islamique d'Iran était complet, avait été conclu. Félicitations à tous. Et il a donc dit qu'il autorisait la réouverture du détroit d'Ormuz, que le blocus naval américain allait être levé. Donc Donald Trump affiche cela comme une victoire. On le savait, il voulait absolument un cadre d'accord avant cette grande célébration qui aura lieu dans quelques heures à la Maison-Blanche. À l'instant, il doit débuter normalement un dîner de famille, ensuite recevoir les VIP pour ce combat de MMA. Donc, il était pressé par le temps, et malgré la frappe israélienne qui a sur le sud de Beyrouth, qui a failli faire dérailler cette signature, eh bien, Donald Trump a tout fait pour qu'elle ait tout de même lieu aujourd'hui et avant, évidemment, eh bien, avant son départ pour le G7. Merci beaucoup, Sonia Ridi. Oui, alors c'est du Trump tout craché, puisqu'effectivement la première chose qu'il dit, c'est j'autorise la réouverture sans péage du détroit d'Ormuz. Ça, il me semble que c'est les Iraniens qui devraient le dire. Oui. C'est-à-dire, ils sont deux en tout cas. Vraiment... Oui, enfin le péage, c'était les Iraniens qui le mettaient officiellement, qui voulaient l'imposer. Donc là, c'est comme s'il prenait, seulement après, il dit la levée immédiate du blocus naval américain. C'est-à-dire qu'il prend la parole finalement à la place des Iraniens. Donc moi, j'attends avec impatience la parole officielle du côté de la République islamique d'Iran, parce que de toute façon les États-Unis et Israël, quoi qu'on en dise, ont quand même pas réussi stratégiquement leur but stratégique par 2 fois, c'est-à-dire en février et en juin dernier, ils n'ont pas réussi leur but stratégique. Donc je crois que la République islamique d'Iran, au contraire, elle voudrait que les États-Unis se rendent compte qu'elle n'a pas perdu. Et il me semble, s'ils ont signé ou s'ils s'apprêtent à signer de quelque façon que ce soit ce mémorandum d'accord, que c'est une stratégie iranienne pour obtenir quelque chose d'autre. Mais pas plus que cela. Allons croire, expliquez-nous bien. Là, on a sous les yeux l'image du détroit d'Ormuz, le golfe Persique complètement bloqué. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que là, maintenant, tout cela suit l'appel, l'injonction de Trump et que tout ça se débouche? Non, pas tout de suite. Il dit maintenant. Écoutez, là, vous savez ce que c'est qu'un embouteillage sur le périph' parisien? Là, vous avez 1000 navires. Il va falloir des jours et des jours. Parce que là, il faut véritablement que ça se fasse dans l'ordre et la discipline. Sinon, tout le monde va s'éprôner, etc. Alors déjà, il faut qu'ils aient la confirmation. Donc on aimerait bien, comme le dit Liane, et ça serait pas mal qu'on sache ce que dit la République d'Iran. Et puis ensuite, il va falloir des jours, peut-être des semaines, pour que le trafic revienne à la normale. Ce qui est sûr, c'est que l'effet d'une déclaration comme vient de le faire Trump, je pense que sur les marchés pétroliers, ça va être immédiat lundi matin, dans tous les cas de figure. Voilà. Et puis sur les marchés tout court, des dernières remarques, comme Guillaume, moi je dis que la capacité d'habiller une débâcle en merveilleuse victoire, c'est quand même extraordinaire. Il a véritablement un véritable don pour ça. Ça se rappelle ce que disait Clémenceau, c'est-à-dire ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Et là, on en est en plein là-dedans. Donc là, il s'est complètement fait déborder, il a perdu sa liberté d'action et c'est lui le vainqueur ce soir. Merveilleux. Voilà. En fait, qui trompe-t-il ou qui trompe-t-il? En réalité,
Qui un public américain qui ne sait peut-être pas. Vous pourriez être titreuse à Libération. Oh non, c'est leur spécialité, ils sont très forts. On leur rend hommage ce soir pour ça. Non, en réalité, qui trompe-t-il ? Il trompe ses électeurs les moins cultivés, avec tout le respect qui est dû évidemment à la société américaine. Qui trompe-t-il ? Est-ce qu'il est conscient lui-même qu'il s'est ridiculisé ? Est-il conscient que, en réalité, l'échec, il n'est pas seulement de ne pas avoir atteint des objectifs qu'il n'a jamais eu le courage d'annoncer, contrairement à l'armée israélienne, son plus grave échec, c'est de se retirer et de laisser cet arc iranien avant qui s'étendait sur 4 capitales arabes. Aujourd'hui, les pays du Golfe, eux aussi, sont livrés à cet arc-là. Allons tout de suite en Iran, puisqu'évidemment, c'est la réaction la plus attendue ce soir, celle de l'Iran, si tant est qu'elle ait déjà été exprimée. Siavosh Ghazi, vous êtes en direct à Téhéran, merci beaucoup. Est-ce qu'officiellement, la République islamique, ses dirigeants s'expriment, à l'heure où nous parlons, réagissent à l'annonce du plan de paix qui serait signé vendredi en Suisse ? Écoutez, non, pour l'instant, il n'y a aucune confirmation côté iranien. Le ton, depuis plusieurs heures, était plutôt à une attaque, à une riposte iranienne contre Israël. Plusieurs responsables politiques et militaires l'ont répété depuis 4 ou 5 heures. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout après l'annonce qui a été faite par Donald Trump ? C'est la question qu'on se pose ici. Ça peut être le cas parce que par le passé, notamment lors de la guerre de 12 jours ou à la fin de la guerre de 40 jours, on a assisté à un tel scénario, c'est-à-dire que l'Iran a donné le dernier coup pour montrer que c'est l'Iran qui avait donc remporté la bataille. C'est possible que cela se fasse. Et pour l'anecdote, il faut savoir qu'il est 1h30, 1h10 du matin. On est déjà le 15, donc pas le 14, donc pas l'anniversaire de Donald Trump. Ça, c'est pour l'anecdote, mais on s'attend probablement, c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter, c'est que l'Iran fasse de un dernier coup une frappe de missile au moins symbolique contre Israël pour dire que c'est l'Iran qui a donné le dernier coup. Vous connaissez ce régime, vous l'observez de près, vous êtes à Téhéran. Hein. Est-ce qu'il peut être fier ? Est-ce que sa dimension, je dirais, c'est de la psychologie à dessous, mais un peu narcissique, peut être touché le fait d'être là sur la photo. On verra quelle forme ça a vendredi, mais le fait que l'Iran signe directement avec les États-Unis d'Amérique, que ça les mette un peu sur un pied d'égalité, est-ce que ça va compter dans leur, disons, une sorte de vanité politique ? Oui, bien évidemment, puisque ce sont les conditions iraniennes qui ont été acceptées par les États-Unis, c'est-à-dire l'arrêt de la guerre sur tous les fronts, en particulier au Liban. Alors, le président Trump dit les fonds iraniens ne seront pas débloqués. Ça, c'est une ligne rouge pour Téhéran. Il faudrait que alors ça peut être par exemple le Qatar qui avance les 12 milliards de dollars que l'Iran va percevoir dès le premier jour de l'entrée en vigueur de l'accord. Il y a aussi la levée des sanctions qui a été évoquée par le président Trump. Donc ça, c'est des points importants. L'Iran estime qu'il a imposé ces conditions à la grande puissance, à la plus grande puissance militaire du monde, et aussi à Israël, qui est la plus grande puissance à la fois militaire et technologique de la région. Donc pour l'Iran, c'est un sentiment, pour le pouvoir iranien en tout cas, et une partie de la population, c'est un sentiment de grande victoire, et dire comme cela a été répété à de nombreuses reprises dans ces rassemblements nocturnes. L'Iran, dans les slogans qu'on entend, l'Iran est devenu une grande puissance à son tour. C'est ce sentiment-là, c'est ce discours qu'on entend ici à Téhéran. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi. Ce que vient de dire Siavosh Ghazi est très intéressant. Hein. Ce régime qui a une dimension il considère que c'est une très grande civilisation, etc., etc. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup, la Chine pense ça, enfin, ils sont beaucoup à penser ça. Oui. Mais là, il ne va pas voiser. Vendredi, en Suisse, le fait d'être là, à côté des États-Unis d'Amérique, de dire nous, République islamique d'Iran, tout le monde aura gagné, hein, vendredi.
Oui, tout le monde aura gagné, en tout cas facialement et en termes de communication. Mais la vérité, c'est que ce sont les Iraniens qui auront gagné, puisque ils auront résisté à cette espèce de gigantesque crash test pour le régime qu'a été la double offensive américaine et iranienne. Deuxièmement, effectivement, le détroit d'Ormuz va rouvrir, mais c'est aussi l'intérêt des Iraniens. Ça va leur permettre de pouvoir exporter recommencer leurs exportations de pétrole, même si il y a des sanctions, mais on sait que ça n'empêche pas d'exporter vers la Chine. Et puis sur le nucléaire, Donald Trump l'a dit lui-même, il n'y a pas d'urgence. Donc ça veut dire que les Iraniens vont pouvoir tergiverser et probablement recommencer ce jeu de cache-cache qu'ils pratiquaient avec la communauté internationale depuis des années, en disant ah non, nous on n'a pas de programme, tout en le développant de façon souterraine à tous les sens du terme. Oui. Moi j'ai vraiment une question qui est une interrogation d'ailleurs, c'est coût du Liban. Parce qu'on dit que le Liban est compris dans la négociation. Moi, je ne vois pas Netanyahou, aujourd'hui, accepter que le Liban soit compris dans la négociation. Et j'ai peur que ce soit quand même un point d'achoppement très important. D'autant plus qu'on voit bien que ce sont les jusqu'au-boutistes Hezbollah et puis une fraction aussi des Israéliens qui veulent continuer la guerre. On l'a bien vu avec Raphaël Jérusalemi, qui, pour des raisons légitimes d'ailleurs, vis-à-vis du Hezbollah, n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête. Et moi, je pense que le Liban va faire les frais, va être la bête expiatoire de ce traité de paix bâclé de Donald Trump. C'est un risque très important, en effet. Cela étant dit, le Hezbollah étant un outil des Iraniens, si les Iraniens demandent au Hezbollah de cesser de frapper, ils cesseront de frapper, puisque c'est les gardiens de la révolution qui guident la main du Hezbollah. Reste un problème de taille, c'est les zones qui ont été occupées par Tsahal au sud du Liban. Là, par contre, il y a fort à parier, effectivement, que Tsahal ou les Israéliens ne voudront pas se retirer. Et donc, ça risque de créer des tensions ou même des frictions, d'autant que les Libanais veulent retourner dans leur village du sud-Liban, leur ville et leur village du sud-Liban. Et à cette question, on peut en ajouter une autre, à la vôtre, mon général Richout, c'est-à-dire qu'à l'instant, depuis Téhéran, Siavosh Ghazi mentionnait une probable réaction iranienne. Si elle n'intervient pas, cette réaction iranienne, suite à la frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, qu'est-ce que Donald Trump a mis sur la table pour dissuader les Iraniens de poursuivre l'affrontement et de tirer? De l'argent. Ça aussi, ça. Voilà. Alors, ouais, est-ce que c'est de l'argent? C'est de l'argent. Je pense que ce soit effectivement c'est l'impatience de Donald Trump qui fait gagner l'Iran. Bien sûr, puisque les Iraniens ont compris que Donald Trump voulait absolument aujourd'hui, parce que c'est son anniversaire, une annonce d'un quelconque accord que ce soit, et finalement, peu importe ce que contient cet accord, les Iraniens l'ont compris, et ils vont évidemment demander quelque chose en retour, et sans doute ils sont en train de l'obtenir, sinon ils n'auraient pas été d'accord pour que l'on dise, comme le dit le Premier ministre pakistanais, que ce soir il y a un accord. Donc c'est ça, c'est en échange de quoi? Et sans aucun doute en échange de cet argent en cash, puisque c'est une condition capitale que exigent les Iraniens depuis plusieurs semaines par rapport à Donald Trump, qui évidemment ne condescendra jamais à dire qu'il y a eu le moindre échange d'argent, puisque son prédécesseur Obama, il l'a beaucoup critiqué pour cela. On imagine le désappointement en Israël. Alors, Israël rêvait de détruire complètement l'axe iranien, et ils vont se retrouver avec les Iraniens signataires à côté des États-Unis. On verra qui va, si c'est Galibaf ou l'autre, la Araghchi, etc. Mais enfin, ils seront là. Peut-être personne qui ira. C'est la légitimité. On donne à l'Iran, à ce régime que tout le monde paria, qu'on mettait de côté, une légitimité internationale qu'ils n'ont jamais eue jusqu'à présent depuis 47 ans. Ça, c'est quand même assez. C'est Donald Trump qui la donne. Et directement avec Trump, parce que pour eux, évidemment, quand ils avaient signé avec Obama, il y avait aussi les Européens, n'est-ce pas? Il y avait, voilà, donc c'était Chinois. Oui, mais en même temps, il n'y a pas une guerre, c'était un gentleman agreement, etc. Donc tout le monde était d'accord, chacun y trouvait il y avait une levée des sanctions, chacun y trouvait son avantage dans cette affaire-là. Alors que là, il a cherché à leur tordre le bras par la manière violente. Et il n'a pas réussi. Alors, je vous donne toute la parole, mais en Israël, Dror Sapir, est-ce que cette déception se transpire chez les dirigeants israéliens? Écoutez, il reste plutôt discret ce soir, bien évidemment. Ce que l'on sait, c'est que Benjamin Netanyahou et Donald Trump se sont entretenus au téléphone et que Benjamin Netanyahou veut absolument obtenir un entretien
en tête-à-tête avec Donald Trump aux États-Unis dans les jours qui viennent. C'est un petit peu la panique à bord qui règne dans les milieux dirigeants en Israël. Cet accord, il a été négocié sans qu'Israël ne soit véritablement consulté, sans manifestement que les intérêts sécuritaires israéliens soit véritablement prise en compte. Alors Donald Trump a dit à plusieurs reprises que le nucléaire fortement enrichi, que l'uranium fortement enrichi allait être détruit ou appauvri, mais tout ça, on sait, fera l'objet d'une négociation ultérieure. Ce qui est importé pour Donald Trump, c'est l'accord, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz, et nucléaire arrivé en seconde, voire en troisième position. Pour Israël, c'est tout à fait inquiétant, ce genre de hiérarchie imposée par le président américain Donald Trump. On verra dans les prochains jours si Benjamin Netanyahou obtiendra du président américain un entretien à tête-à-tête et si le contenu de cet éventuel entretien sera de nature à rassurer les dirigeants israéliens qui, ce soir, sont très, très inquiets. Merci beaucoup, Dror Eben-Sapir. La panique, c'est la deuxième fois que le mot arrive ce soir. Évidemment, là, tout est en train de bouger sous nos yeux. Mais vous décriviez la scène peut-être à venir vendredi prochain à Genève. Alors, je sais pas, Galibaf, les Américains. Il y aura sans doute les médiateurs pakistanais, qatariens, turcs, égyptiens, etc. Et ce sont eux qui manqueront sur cette photo, les Israéliens. Quand tout à l'heure, le général Richoud parlait de l'Iran, pays paria, effectivement. Mais là, il sera au centre de cette photo, à côté des Américains. Voilà le résultat de cette... Vous imaginez Jared Kushner, par exemple, signant à côté de Jared Kushner? Non, alors c'est intéressant sur le message du Premier ministre pakistanais, Monsieur Sharif. En fait, il ne mentionne pas Kushner, il mentionne Witkoff. Donc il met Vance, Trump, Witkoff, Rubio. Donc c'est ça le quatuor dont il estime qu'il a la maîtrise et l'agence sur ce dossier. Non. Alors non, on ne le sait, on le sait pas. Ça, on le sait pas. Mais c'est les personnes qu'il met tag sur son message. Vance, quand il s'est rendu au Pakistan, a bien rencontré les dirigeants iraniens. Oui, mais Vance c'est contre la guerre dès le départ. Donc Vance, c'est comme le vice-président des États-Unis. Tout à fait. C'était une demande iranienne indirectement. Quand on relit le message du Premier ministre pakistanais, quelque part, il est là l'accord cadre. C'est quoi? Si on cesse les hostilités, y compris au Liban, et deuxièmement, le détroit d'Ormuz est rouvert. Et voilà, 4 mois de guerre pour revenir au 27 février et être d'accord qu'on arrête de faire la guerre. Et là où ça bloque, en réalité, il y a un point qui fait bloquer la signature, c'est qu'ils veulent être sûrs d'obtenir des fonds. Les Iraniens veulent des fonds. Ils ne vont pas céder le détroit d'Ormuz, qui est une exigence absolue pour les Américains, sans être sûr qu'ils vont recevoir des fonds. Alors, ils ont reçu une garantie de 3 ou 4 milliards des Émiratis. Donc attendez, combien au total? Alors, on parle de 24 milliards là pour l'instant. Au total, il y aurait 100 milliards, n'est-ce pas? Les Émiratis auraient déjà débloqué 3 à 4 milliards de dollars. Les achètent la paix. Exactement. Eux qui ont été abreuvés de missiles. C'est vous dire à quel point cette guerre a été une catastrophe pour tout le monde. Ils ont renforcé l'Iran, les Américains. Monarchies du Golfe sont habitués à le gouverner de chèques. Oui, non, mais faire des chèques à des gens qui vous agressent et qui sont on nous expliquait quand même, il y a 3 semaines, un mois, que les monarchies du Golfe étaient en train de virer guerriers. Voilà, et qu'ils s'allaient s'allier à Israël et tout. Alors qu'en fait, c'était le bon angle d'attaque. En attaquant les monarchies du Golfe, les Iraniens ont réussi à faire pression sur Trump et les Qataris de ses alliés. On a beaucoup, le fameux jeu d'échecs, on a beaucoup dit que la République islamique jouait bien aux échecs. Effectivement, Hormuz, coup gagnant, et taper sur les monarchies du Golfe. Tout ce qu'elle a fait, tout ce que l'Iran a fait dans cette guerre était théorisé auparavant. C'était préparé, c'était étudié de longue date. Si jamais un jour on est attaqué, il faut qu'on ait des proxys. Ce seront nos pions, ils nous protégeront, ils protégeront nos frontières pour repousser le plus longtemps possible une attaque sur notre territoire. Et puis s'il y a notre territoire, nous aurons Hormuz. C'est pas des paroles en l'air, il y a une vidéo d'un ancien gardien de la Révolution qui explique en 96 ou 97 comment Hormuz permettra de sanctuariser le territoire iranien en cas de troupes au sol. Et le scénario est en train de se préciser puisque, à l'instant, le New York Times dit l'Iran a annulé une attaque prévue contre Israël en représailles aux frappes sur Beyrouth après l'intervention personnelle du président Trump qui aurait exhorté l'Iran à la retenue. Ce sont les responsables iraniens qui parlent au New York Times
à ce sujet? Si c'est le cas, effectivement, c'est un point très important. C'est en partie la réponse à la question et ça confirme le scénario que je dessinais tout à l'heure, à savoir un Iran, contrairement à ce que disait Siavosh Ghazi, qui en fait retient ses coups en échange de quelque chose d'assez sérieux, et ce camarade à l'instant nous donnait des pistes, qui a été posé sur la table par Donald Trump. L'autre information, mais j'ai du mal à la faire vérifier à l'instant, Darius, c'est qu'à la télévision iranienne serait, j'emploie le conditionnel, serait annoncé cet accord donc confirmé entre l'Iran et les États-Unis. Je vois ça circuler, j'essaye d'en avoir la... Et si c'est le cas, évidemment, ça devient tout à fait officiel, parce que même s'il y a plusieurs factions à Téhéran et qui se haïssent les uns les autres, là, c'est la télévision d'État. Ils peuvent se haïr, mais être d'accord ensemble sur certains points. Oui, absolument, parce que d'ailleurs, on a bien vu que depuis le début de cette guerre, quand il y a eu des couacs, par exemple, le président iranien qui déplorait des attaques contre les pays du Golfe, aussitôt, il avait été recadré par les gardiens de la Révolution, qui sont vraiment ceux qui contrôlent à la fois l'aspect militaire du conflit et très probablement les négociations. Et donc, si le Premier ministre pakistanais annonce que l'accord est conclu, ça veut dire que il s'est assuré qu'il n'y avait pas de désaccord au sommet de l'Iran. Moi, ce qui me frappe dans cet accord, semble-t-il, conclu, et dans les dernières déclarations de Trump, c'est que il a fait une faute majeure, qui a été d'engager cette guerre alors que de toute évidence il ne pouvait pas la gagner puisqu'il l'a perdue. Et puis en revanche, il y a eu une intuition très forte qui date d'il y a 2 mois, jour pour jour. C'était le 13 avril 2026, quand Donald Trump a organisé le contre-blocus du détroit d'Ormuz en disant « Désormais, c'est moi qui maîtrise ce qui se passe dans le détroit ». C'était faux, pratiquement. Mais c'était, en termes de communication, reprendre l'initiative, et aujourd'hui il exploite ça en disant regardez, mon contre-blocus est arrivé à sa satisfaction, plus exactement à son but, c'est-à-dire de réouvrir le détroit. Victoire. Ouais, voilà. Victoire. Regardez, et nous devons à la célérité de notre chef d'édition Quentin Briand, l'image vous voyez là, c'est le détroit d'Ormuz en direct sur Marine Traffic, donc c'est l'équivalent de Flight Radar pour les bateaux. Alors, bien malin, moi je suis nul pour dire ce genre de carte, mais évidemment dans les prochaines minutes, dizaines de minutes, heures, chacun essayait de voir si les bateaux commencent à passer librement. C'est impossible. Là, il faut une planification quasiment militaire pour faire redémarrer le trafic. Et donc ça, il va d'abord falloir établir des priorités, etc. En fonction de quoi. D'abord, il faut que ce soit confirmé, et puis ensuite, personne ne prendra le risque de traverser le détroit tant qu'il n'y aura pas les garanties sécuritaires nécessaires, y compris vis-à-vis des mines. Donc c'est peut-être là que la force internationale va pouvoir agir, là, celle qu'on maintient au large depuis très longtemps, c'est-à-dire essayer de voir si dans le détroit tout va bien pour pouvoir commencer à permettre aux bâtiments de redémarrer. Mais c'est pas un processus de quelques heures. Ça n'est pas, on n'ouvre pas la porte sur le triangle de Rocancourt et puis ça commence à se déverser sur la 13. C'est pas ça. En revanche, ce qu'on peut deviner, c'est que les téléphones doivent quand même sacrément chauffer à la commanderie d'Ormuz, parce que la totalité de ces marins, ou une grande partie d'entre eux qui sont là depuis près de 10 semaines, n'attendent que cela, et enfin, ils vont peut-être pouvoir rentrer chez eux, voir leur famille, et enfin sortir de cette prise d'otage et de ce piège absolument infernal. Mais je suis d'accord avec le général Richoux, ça va prendre un temps fou, et ne pas croire que le détroit, comme un interrupteur, va passer du mode off au mode on, y compris pour les exportations de pétrole et de GNL, toutes ces installations. Il va falloir des mois au minimum. Et ça bouge, pardon, je vous interromps, à l'instant exactement, Fars, donc l'agence officielle iranienne, ou une des agences, ce sont plusieurs je crois, l'Iran annonce que le trafic maritime dans le Golfe sera géré dans le cadre d'un nouveau mécanisme de coordination entre Téhéran et Oman. Donc il lâche pas tout à fait l'affaire. Ils l'ont déjà dit, c'était Téhéran et Oman. Et si vous nous rejoignez, la principale nouvelle, c'est peut-être la plus importante depuis 107 jours de guerre. Un accord avec l'Iran est conclu. C'est le président des États-Unis qui le claironne ce soir, un
informations données aussi par le Premier ministre du Pakistan, et tout converge en ce sens. Même, c'est à vérifier, mais dans les minutes qui suivent, on devrait avoir les déclarations officielles de la République islamique d'Iran. Pour la première fois donc, on parle même du jour où serait signé cet accord, vendredi qui vient, en Suisse. Gallagher Fenwick, vous avez les dernières informations. On va se rendre dans un instant à Washington aussi. En tout cas, on a là maintenant la configuration complète. Toutes les planètes sont alignées. Absolument, avec à l'instant donc une confirmation de la part du vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, qui dit que le texte donc de cet accord cadre, appelé accord ou mémorandum d'Islamabad, sera effectivement signé ce vendredi en Suisse. Donc, comme vous le disiez très bien, Darius, à l'instant, les planètes, les faisceaux sont en train de converger en direction donc d'une signature physique vendredi prochain en Suisse. Donc, confirmation à Téhéran et Sonia Dridi, confirmation d'abord à Washington où vous êtes. Oui, puisque Donald Trump l'a annoncé officiellement sur un message publié sur son réseau social Truth. Il a déclaré l'accord avec la République islamique d'Iran est désormais conclu. Félicitations à tous. J'autorise la réouverture du détroit d'Ormuz sans péage et de manière simultanée, eh bien, j'autorise la levée du blocus naval américain. Donald Trump, qui, on le sait, souhaitait vraiment un cadre d'accord, signer cet accord avec l'Iran avant cet événement qui va débuter dans quelques heures ici à la Maison-Blanche. Combat de MMA pour son 80e anniversaire et les 250 ans de l'Amérique. Si il suit le planning, il devrait être en ce moment à un dîner de famille pour son anniversaire avant de recevoir les VIP pour cet événement. Et donc, on le sentait bien qu'il était pressé par le temps et qu'il a tout fait pour que cette signature d'accord, si elle a été faite de manière électronique, eh bien, ne soit pas déraillée malgré la frappe israélienne sur le sud de Beyrouth. Et le Premier ministre pakistanais, vous l'avez dit, a lui confirmé qu'il y aura une signature d'accord le 19 juin en Suisse. On peut imaginer que le vice-président J.D. Vance s'y rendra, puisque c'est ce qu'avait dit Donald Trump s'il y avait une signature en Europe, et sûrement aussi les envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner. On n'a pas encore de confirmation à ce sujet. En tout cas, ils sont tous en ce moment à la Maison-Blanche pour l'anniversaire de Donald Trump et assister à cet événement. Et on a déjà beaucoup de partisans de Donald Trump qui sont tout autour de la Maison-Blanche pour assister à cet événement dans la fan zone.